Faites partie de l'invasion. jeuxvideo.com. OK, hey, vous savez, quand on fait le live, c'est toujours un peu une genre de recette qu'on décide, un peu comme un cook qui regarde son frigidaire quand il arrive le matin au restaurant pour faire le menu du jour, Jerry. Et on a donc fait beaucoup de stock aujourd'hui. On a du Radio Pirate News pour les membres. Ça vous tente de vous joindre à nous autres, allez sur radiopirate.com. On a fait quasiment 2 heures de contenu exclusif pour nos membres qui étaient vraiment hot. On a la boîte à Jerry. OK? Un petit boursicotage. Boursicotage. Ça, vous l'aurez. OK? On a également notre chum Joe Hamel qui est en direct de l'Italie. Nous parle de son voyage. On parle de quelques affaires aussi à travers. Beau trip avec Joe. Et on a Yann et Frank avec nous autres aussi aujourd'hui. OK? Invasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Il y a une petite boîte. Et c'est mercredi. Oui. Ça veut dire que c'est Il y a une petite boîte. la boîte de boursicotage. Le boursicotage. Il y a une petite boîte. Et le boursicotage est présenté par... Par NAIA, la North American Immigration Agency. Vous voulez faire de la business aux États-Unis? Oui, c'est accessible. Grâce à NAIA. Acheter une franchise, vous voulez être franchisé, avoir un commerce, acheter une franchise, ça peut vous qualifier pour obtenir un visa pour vous installer aux États-Unis, pour vous et les membres de votre famille. Plusieurs franchises américaines qualifiées sont à la recherche de franchisés, et pourquoi pas vous? Donc, un taux de succès de 100%, je vous le dis, là, l'équipe est extraordinaire, ça fonctionne, et avoir une business de l'autre côté, c'est votre rêve? Oui, c'est possible. Écrivez à pirate@gonaia.com et toute l'équipe va vous aider. Et on commence par quoi dans le boursicotage? Alors, regarde ça pour vrai, là, on arrive à la mi-mai. Oui. C'est crazy, là. Non, c'est fou, là. Le temps passe vraiment. Je ne sais pas si en vieillissant... Il y en a qui disent ça, les vieux disent ça. Que plus Quand on vieillit, plus le temps passe vite. On dirait que c'est vrai. Y a-tu du monde qui trouve que le temps passe pas vite? Bien, ceux qui trouvent que le temps passe pas vite sont en prison, genre. En prison, à l'hôpital. Ouais. Ouais, moi, j'en connais. J'ai une couple de mes chums que le temps passe pas vite, là. Ouais, je comprends. Je vais vous présenter le blond. Mais Oui, dis-leur je qu'il y a comprends. de l'espoir, ils peuvent devenir députés. Ouais. Vous allez comprendre. Vous parlez avec le blond, puis tu dis, oh, tabarnak. Oui. Chaque heure Puis, est un... je suis certain qu'il y a des filles qui écoutent et disent, moi, j'ai des amis de filles Oui. que le temps passe vraiment pas vite. Ils sont avec 2 crotons. Oh. Oui. Tu sais, deux caves. C'est sûr que quand tu es heureux puis que la vie est belle, le temps passe vite. Le monde qui n'aime pas leur job, le temps passe pas vite. C'est sûr. Tu sais, ma fille me dit toujours en arrivant du bureau, ma fille prend ses cours de comptabilité pour être CPA, puis elle travaille dans un bureau de comptable. Elle fait son... Parallèlement à son cours universitaire, elle a un job à temps plein dans un bureau de comptable. Là. Chris, mais puis... On les rencontrait un matin à Port de Bonheur. À part de bonheur, à part à 6h30? 7h moins quart? 7h moins quart. 7h moins quart. Ah oui, c'est une machine. Même chose pour Jus, juste une machine. 2 travaillantes, incroyable. Puis, à chaque fois qu'elle arrive, je dis, une bonne journée. Elle dit, ça a tellement passé vite. Ah. Ça, c'est parce que t'aimes ta job. Voilà. T'as choisi la bonne affaire. T'es heureuse à ta place. T'aimes le bureau où t'es. Ça, c'est bon signe. Maudite bonne affaire. Maudite bonne affaire. On a quoi comme boursicotage, Jerry? La pomme, Apple. Qu'est-ce qui arrive avec la pomme? J'ai des actions de la pomme encore, moi. Oui, c'est sûr. J'ai toujours des actions quelque part de la pomme. Il faut avoir des actions de la pomme. Oui, je pense que oui. Mais la pomme, si on regarde on a eu un crash à la bourse. Il faut se le dire. Là. Une drop de quoi? 20 22 ou à peu près. Ça a shaké un peu, puis il y a du monde qui ont eu peur. Il faut le dire. Ça parlait de ça pendant une semaine de temps. Là, ça leur pris. Mais dans les gros, là. Tu sais, dans les grosses vedettes, là. Les grosses vedettes, exemple, mettons comme Meta. Mais Meta, de son haut, tu sais, le pic, c'était février. Il y a eu comme un super pic là, en février. Boum. Après ça, les tarifs, les ci, les ça, le crash est venu par après. Est-ce que je peux te faire entendre Kramer le 4 avril? Ben oui. Jimmy,
Jimmy, le 4 avril, comme ça y arrive trop souvent, a prédit le même lundi qu'en 87. Mhm. Tu te rappelles du Black Monday? Le Black Monday. Donc, lui, il a dit, tout est là pour le Black Monday. The president doesn't try to reach out and reward these countries and companies that play by the rules in the 1987 scenario. The one where we went down 3 days and then down 22% on Monday has the most cogency. We will not have to wait out too long, will we? We'll know by Monday. Fortunately, We'll know by Monday. Donc, lui ce qu'il voyait, puis lui, il en parle par après, là, encore, il dit, ouais, là. Et là, il y a des gens qui ont vendu, Jerry. Là. Ben oui, Suite à ce que, en écoutant CNBC, il y a des gens qui ont pogné les nerfs. Il y en a qui ont vendu. Depuis que Kramer a call à shot, Amazon est plus 24 Oui. Meta est plus 30 Palantir est plus 76 Tesla est plus 36 Bon, il y a des comebacks incroyables. IMS, les pilules, 142 up. C'est ça. Nvidia, 38 up. AMD, plus 31 Netflix, plus 33 et Microsoft, plus 24 Kramer, loser, Big L. Moi, Kramer, je l'ai laissé tomber pendant la COVID. Ben oui. Parce C'est que. un gars de shots. C'est un gars de piquage. Oui. C'est un fan de la picouille. C'est un gros fan de la picouille. Moi, je pensais que Kramer, c'était un gars qui n'était pas peureux. Non, c'est un esti peureux. Ben oui. C'est un fan des Eagles. Mais il y a une bonne équipe. Sur une équipe de football, c'est pas des peureux. Donc, Kramer, moi, j'ai laissé tomber Kramer dans le temps de la COVID. Il a eu peur, Kramer. C'est peureux. Il fallait que tout le monde aille se faire piquer, puis il fallait que l'armée rentre dans les maisons pour piquer le monde. Là, Kramer, je l'ai lâché là. Mais pourtant, je l'ai adoré, Kramer. C'est un showman. Puis, pas. Quand tu fais beaucoup de prédictions, c'est sûr que tu peux te tromper. Là. C'est tout à fait normal. Sauf que, du point de vue philosophique, je peux dire, pas du point de vue boursier, là. Il est encore comique puis le fun. Il est fun d'écouter. Mais moi, je l'écoute plus. Barré. Chicken. Mais juste dire par rapport, c'est Apple, le pic avant COVID, excuse-moi, je suis dans le COVID encore. Le pic en février, c'était 250 pièces. En ce moment, le stock est à 212. Je comprends que dans le crash, il a descendu pas mal. 175 pièces ou dans ce cas-là. Là, il est à 212. Mais dans les gros, c'est un qui a repris le moins. C'est ça que je veux dire. Donc, sur le retour, sur le comeback, c'est lui qui a repris le moins à date. Donc, je suis un peu surpris de ça. Quand je comparais aux autres, je suis un peu surpris de ça. Mais tu as des stocks incroyables. Là. Un stock comme Netflix. Là. Il roule-tu Netflix? C'est épouvantable. Mais juste dire par rapport à la pomme, Apple veut changer son calendrier de sortie de téléphone. On le sait depuis longtemps qu'Apple arrive, mettons, en septembre. Il annonce les téléphones. Après ça, il arrive sur le marché en octobre. Mais tu sais, quand il annonce le nouveau téléphone, il annonce comme toute la gamme, toute la patente. Là, Apple veut changer la patente. On l'a vu avec le fameux 16E. Le 16E, c'est le remplaçant du iPhone SE. Le moins cher. Apple n'a pas attendu à l'automne pour l'annoncer. Non, il l'a annoncé, puis il est en vente depuis quoi? À peu près un mois, grosso modo. Et by the way, c'est un succès de vente. Et là, l'histoire. Bon, je comprends qu'il est plus abordable. La grosse puce dedans, c'est nice là, comme téléphone. Dans le sens que téléphone, en parenthèse, économique. Il faut le dire. Là. Mais le succès de vente du 16E aurait convaincu la direction d'Apple de ne pas annoncer toutes les affaires en même temps et de mettre, il appelle ça un calendrier décalé. Donc, Apple va annoncer, mettons, les gros téléphones, mettons, septembre, comme le prochain, là, le 17, ou je ne sais pas trop ce qu'on est rendu. Les gros téléphones, et il va se garder dans l'année des sorties de téléphone. Il s'enligne là-dessus, là, Apple. Mais c'est bon pour la business parce qu'à date, le 16E est un gros succès, il faut le dire. Là. Hey, ça, il faut en parler. Tu sais, les IPO, les compagnies qui rentrent en bourse, On n'a pas été hyper gâtés en 2025. OK? Il y en a un gros. Parce que qu'est-ce qui est arrivé en 2025? Quand on a commencé l'année, il y avait beaucoup de gros noms
qui vont rentrer en bourse. Une compagnie qui rentre en bourse, c'est CoreWave. CRWV. Infrastructure cloud, logiciel, accélérateur de AI. Eux autres, c'est comme le petit frère d'NVIDIA. On s'entend-tu? CRWV. Ils sont rentrés en bourse quand, eux autres? En février ou dans ce coin-là? Puis, tu sais, le stock est à 40$, il est rendu à 63. Donc, il est 55% de plus. Mais il y a plein de vedettes. Des vedettes qui ne sont pas rentrées en bourse encore. Puis qui ont, ils appellent ça, ils ont retardé leur entrée en bourse. Pourquoi? Parce que la bourse, c'est de la merde. Tu ne peux pas rentrer en bourse quand tu as un mois de calvaire. Tu ne rentres pas en bourse pendant ce temps-là. Oui, moi je suis beaucoup les IPO. Là. Moi, je suis là-dedans. J'ai le nez là-dedans tous les semaines. J'en achète de temps en temps. J'en achète en plus. Là. Je suis un acheteur d'IPO. Et à date, il y a beaucoup de guenilles. Beaucoup de stocks chinois. Dans ça, des compagnies chinoises un peu lourdes. Il y a plein d'affaires. Mais les gros, Stripe s'en vient. Moi, Stripe, je suis intéressé à en acheter. Là. Stripe, les systèmes de paiement. Là. Ils marchent-tu, ça? Quel service incroyable en plus de ça. Là. Stripe, on est client. Tout ce que vous passez comme transaction, c'est Stripe. C'est Stripe, voilà. Donc, moi, Stripe qui va rentrer en bourse, on n'a pas la date encore. Mais ils sont prévus pour cette année. Mais eux autres, Stripe, ils ont attendu. Là. Ils attendent pour rentrer dans le bon temps. Klarna, les paiements différés. Tu sais, les Affirm de ce monde. Les PayPal, ou à cette heure-là. Donc, tu achètes une guenille, tu la payes en 4 versements. Ben, c'est on voit ça partout. Là. Ben, ça, c'est partout. Mais Klarna, c'est compétiteur à Affirm. Klarna, ils veulent rentrer en bourse. StubHub veut rentrer en bourse. StubHub, ça peut être un excellent play, là. Ben, ça. Excellent play, Hey, t'as vu que là, c'est passé la loi, là? Donc, Ticketmaster mettait de l'énergie là-dessus, beaucoup avec leur... c'est que quand on va magasiner des billets... Oui. Parce que Ticketmaster, il dit, nous autres, on le faisait pas parce que si on l'avait fait tout seul, ben nos compétiteurs le faisaient pas. Live Donc, Nation, ça gagne là? Ben, Ticketmaster, c'est Live Nation. Ah, c'est Live Nation. Exact. Okay, c'est ça. Donc, eux autres, ils disaient, on a demandé au gouvernement de mettre une règle pour être certain que le prix que vous voyez, c'est le prix de départ. Donc, le prix... tu sais, là, le prix de quand tu vois, mettons, le ticket à 220$, tu arrives pour payer, il est rendu à 270$. Oui, il y a des frais. Bon, ben les frais, ils vont être dans le prix du départ. Il n'y a plus de surprise. Voilà. Très bon. Ça a passé là. Oui. Très, 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 très bon. Ça, c'est pas juste pour Ticketmaster. C'est toute la gang. Merci. Très bon. Donc, StubHub veut rentrer en bourse cette année. C'est Trump le pas fin. Maudit pas fin. Chime, C-H-I-M-E. Chime veut rentrer en bourse aussi cette année. Très populaire. Online banking. Je vais vous en reparler quand ça va être là. Mais là, il y a une compagnie qui rentre en bourse. C'est des Israéliens. Ah, Israël. La compagnie, c'est... Les boursicoteurs connaissent la compagnie, même s'ils ne font pas affaire au Canada. Pas encore. Mais un jour, ils vont venir au Canada. Mais il y a une question de règlement, puis de ci, de ça. C'est toujours compliqué, là. Mais d'autres, en ce moment, ils font affaire dans une quarantaine de pays, à peu près. Basés en Israël. Le gros de la business, Israël, bien sûr. Les États-Unis d'Amérique, bien sûr. UK, puis l'Australie. C'est ça, il y a d'autres pays aussi, mais la grosse business, c'est ça. Mais c'est quoi le nom de la compagnie? C'est eToro. E-T-O-R-O. eToro, là, c'est tout simplement une plateforme de trading. Bitcoin, la patente. Ils ont de tout. Trading, des actions. C'est une des plateformes, tu sais, genre, je sais qu'il y a beaucoup de pirates qui sont avec Wealth Simple. Beaucoup de monde sont avec leurs banques, justement. Les banques au Canada ont le courtage à escompte. Ben, eToro, c'est comme un courtage à escompte. Comme un courtier à escompte, mais mondial. Eux autres, c'est quoi? En 2024, c'est 931, l'année passée, 931 millions de revenus. Au net, attachez-vous, là, 192 millions de revenus. Ils impriment de l'argent, eToro. Ils impriment de l'argent. Ils ont une machine, là. Ils pèsent sur le piton, puis ils sortent de l'argent au bout. Boing, 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 boing. Ils impriment de l'argent, c'est incroyable. Eux autres, ils vont lister
12 millions d'actions à 52 piastres. Ils vont rentrer en bourse quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui à 90% ou demain là. Mais à 90%, ça va être aujourd'hui. Normalement, ils vont rentrer en bourse vers 11h, midi, 1h d'après-midi, un peu dans ce coin. Il n'y a pas d'heure fixe. Il n'y a pas l'heure. L'heure, ils décident ça à la dernière minute, là. Mais ils vont rentrer en bourse aujourd'hui sur le Nasdaq. Le code ETOR, ETOR. ETOR. Il va y avoir du monde là. Non, les day traders sont là-dessus. Là. Non, ils sont tous là-dessus. Là. Ça va être un festival. Mais comme entreprise, on parle pour parler. Là. Comme entreprise, quoi, c'est 38 millions d'utilisateurs. C'est quand même... c'est pas rien, là. Lui, il est calculé comme une vedette. Les autres à venir, là, Stripe, il va s'en venir, Klarna, StubHub, Chime. Donc, lui, il fait partie des vedettes qui vont rentrer en bourse cette année. Et il rentre en bourse aujourd'hui. Si tout va bien. Mais quelqu'un qui achète eToro pour le long terme, on ne fait pas de recommandation d'achat, on ne peut pas en faire. Mais moi, je ne serais pas stressé de faire dormir un 5000 dans eToro pour un bout. Parce qu'eux autres, comme je vous dis, sont dans une quarantaine de pays présentement, mais ils rouvrent tranquillement pas vite. Ils rouvrent, puis ils rouvrent, puis ils rouvrent, puis ils grugent de la clientèle. Ils sont vraiment agressifs, ils sont partout, énormément de publicité. Quand tu fouilles des affaires de bourse, tu as toujours une pub d'eToro qui te pop dans la face. Ils sont vraiment, vraiment agressifs. Donc, puis c'est une machine à imprimer de l'argent. Hey, c'était créé en 2007, cette compagnie-là. Puis, ils sont partis de pas grand-chose. Puis aujourd'hui, c'est une multinationale. Je me promène dans mes histoires de... Juste te dire qu'il y a une couple de coups de circuit. Tu sais, on a-tu un autre tousseux en plus? On a deux tousseux. On a deux tousseux, là. On est entouré de tousseux, Jerry. On va finir par tomber malade, là, c'est clair. Il y en a un qui nous tousse dessus depuis une semaine, bon, on a un deuxième qui va rajouter. AMD a pris 28% en ouverture aujourd'hui. Mm-hmm. Puis Palantir vient de pogner son high. Ah oui. Qui aurait dit ça Qui aurait dit ça? Rappelez-vous. Il y a un mois, Jeff. La gang d'hosties de pleureux, de pleurnicheux, de boomers québécois. Voilà. Hey, Trump est en train de me faire manquer ma retraite. Oui. Si boire. J'espère que vous n'avez pas vendu, gang de caves. Parce qu'il y en a là-dedans qui ont vendu. Là. Si vous parlez à des gens qui sont dans le milieu financier, il y en a qui ont vendu. Ah, ben, c'est sûr. Les patentes de Trump, ça l'a fait. Donc, ils viennent de manquer un des plus gros rallyes de l'histoire de la bourse. Oui, dans les rallyes boursiers, lui, il est officiellement dans le top 5. Ben oui. My God. Ah oui. Palantir, ça valait 74 piastres il y a un mois. Ben, ils avaient vendu, moi, je vous ai acheté. On va vous le dire. Là. Pensez à ça 2 secondes. Là. Moi, j'ai acheté pendant... Il est à 133 piastres, là, à la seconde où on se parle. Là. Incroyable. Non, t'as dormi au gaz. Là. Non, c'est... Puis on le disait il y a un mois. Mais c'est... Quand il arrive des drops drastiques comme ça, mettez-vous une chose. À chaque fois, retenez une chose. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit... qui fait la leçon au monde. Mais il y a juste une affaire qu'il ne faut pas oublier. Quand ça crache à la bourse, les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Oui, mais les pauvres, ils ne peuvent pas s'appauvrir s'ils s'assoient sur leurs mains. Oui, mais un pauvre, c'est un peu heureux. Donc, c'est pour ça qu'il est pauvre. Et c'est pour ça qu'il est pauvre. Un homme d'affaires, là, puis qui brasse, là. Puis, quand moi, j'ai dit à des gens que j'avais acheté... Il y en a qui sont fonceurs. Là, tu sais, le monde qui ont des business, c'est des fonceurs. À un moment donné, ils se frappent le nez, ils repartent, ils se débrouillent, ils repartent des affaires. C'est des fonceurs. Non, mais j'ai juste dit à des gens que... Tu sais, tout le monde s'excitait. J'ai dit, c'est drôle, j'ai déjà acheté, moi, cette semaine. Hein? Oui. Ben oui. Hein, es-tu malade, toi? On s'en va vers... on verra. J'ai dit, regarde, le temps va nous le dire. J'ai dit, moi, j'achète. Moi, j'ai dit, je m'étais mis un peu en liquidité avant. Je trouvais qu'on était trop haut, puis je voyais une petite fenêtre s'ouvrir. Je m'étais mis en liquide, puis là, ben, j'achète là. Hein? T'es fou aussi? Ben, je suis pas fou. J'ai ramassé mes profits il y a 1 mois et demi, 2 mois, puis là, ben, j'étais en train d'acheter du stock pas cher. Comment ça, je suis fou? T'expliquais ça à quelqu'un, tu regardais avec des gros yeux, qui avait l'air de trouver... Il avait envie de te dire, t'es un gros cave. Ben oui. Ben, c'est ça.
Oui, ça va bien matin. Moi, Tesla, en ce moment, il est 100$ plus haut que je l'ai payé. Là. Mais moi, je l'ai acheté, Tesla. Là, moi, j'ai pogné le rebond. Quand il a pogné le rebond, moi, je me suis entré un ordi stop pour me protéger. Parce que, veux pas, j'ai pas la face dans l'ordi pour trader. Je parle à la radio. Oui, on n'est pas là tous les jours. Si j'étais à la maison, puis On va checker. il n'y a pas de problème. Là. J'ai le téléphone dans les mains, puis je vais trader à la seconde. Ça, il y a zéro problème. Mais je travaille. Donc, je me suis mis un ordi stop. Crif, mon ordi stop a passé. Ça a passé. Mais je fais de l'argent, là. Mais en ce moment, il est pareil, 100$ de plus haut que j'ai acheté. Là. J'ai d'autres affaires qui montent, inquiétez-vous pas. C'est qui ça? Tesla, c'est Musk, ça? C'est Elon Musk, ça. Joël Lalbon, il a dit à Patrice Roy que jamais il voudrait être Elon Musk. Il veut pas être Elon Musk. On va juste lui répéter, là, Ouais. t'es pas Elon Musk. Non, OK? On va juste te le dire. T'es Joël Lightbound, là. T'es vraiment pas Elon Musk. Là. Sur mon Substack, petite publicité, sur mon Substack, j'ai fait un texte le 8 avril. Hein? 8 avril. 8 avril, oh boy. C'est pas beau, le 8 avril à la bourse, là. J'ai fait un petit texte. Je parlais de Shark Ninja. Shark Ninja, SN à New York, le code. Oui. Ah, c'est des mots que vous connaissez, là. Shark Ninja. Tu sais, les appareils Ninja? Vous avez un Air Fryer Ninja. Oui, ben je me rappelle de ça très bien. Ben oui. Shark Ninja, là, c'est la compagnie en ce moment qui gruge. Autrement, vous connaissez Dyson? Les balayeuses à 800$, là. Oui. Bon, okay. Tout le monde connaît Dyson parce que quand tu sors du magasin, ça t'a coûté 800$ pour une patente qui tire. Là, tu dis, ouais. Ça pèse dans le dash. Ouais. Là, tu dis, je pourrais en acheter une par année pendant 8 ans. Là, je mets tout mon stock sur une. Mais c'est une bonne marque. Qui gruge présentement Dyson? Ils grugent pas mal. Ils sont tannants. Là. C'est Shark Ninja. Les Américains. Dyson, c'est britannique, ça, je pense. Mais la face, c'est qu'eux autres sont partout. Ils ont 38 produits ménagers. Les aspirateurs, les friteuses, les bébelles, les cafetières. Nommez-en. Mais la face, c'est quand j'ai fait ma chronique, j'ai dit, non, il y a quelque chose. Le stock crachait, là, comme le marché boursier. Mais la face, c'est que je trouve ça bizarre que les analystes, parce que les analystes, il y en a des allumés. Ils n'ont pas des complets à 5000 sur le dos pour rien. Là. Il y en a des allumés là-dedans. Mais les analystes, ils disent, non, attendez un peu, là. Attendez une minute, là. Ils vendent en tabarnache. Et qui vendent? Les autres, ils vendent. Et ils grugent des parts de marché pour, tu sais, les séchoirs à cheveux. Dyson, puis des patentes de séchoirs. Dyson, c'est de spécialité, là. Ben, Shark, il gruge. Il gruge les mollets. Moi, j'adore ça, ceux qui grugent les mollets des gros. J'adore. Je suis maniaque de ça. Le target, c'est 175$ pour les plus optimistes des analystes. Le stock, t'as 102. Là. Puis quand j'en ai parlé, t'as 75. Là. Il était sur une descente. Ah, ça n'a pas de bon sens. Non, attendez. Quand on va voir les résultats financiers sortir, vous allez voir, vous allez être impressionné. Là. Une machine. Là. C'est pas une recommandation d'achat. On ne peut pas le faire. Le code SN. Analyste très, très optimiste. Et l'histoire du nouveau Flex Flame. Le Flex Flame, là, c'est le barbecue extérieur. Regarde, les affaires de barbecue, on a-tu? C'est extraordinaire. Là. C'est le fun de faire du barbecue, faire des affaires, la plancha, les... Max de Barbecue Québec va faire un podcast avec nous autres. Là. Max, voilà. Max va peut-être nous parler aussi. Je ne sais pas si c'est un produit qu'il y a, mais c'est un produit qui existe présentement, le fameux Flex Flame, donc barbecue extérieur, que tu peux être au propane, aux briquettes, qui sert de fumoir, qui sert de four à pizza. OK. Vous voyez de la patente? Donc, l'appareil au complet qui vaut 1000 canadiens dans ce coin-là, là, le Flex Flame. Mais c'est parce que les autres Shark Ninja ont cet appareil-là. Il paraît que c'est un succès de vente inimaginable. Donc ça peut paraître dans les prochains
résultats financiers. Je vous le dis, SN, mettez-les sur votre watch list. Là. Mais les analystes sont excessivement bullish, je peux dire, sur le stock. J'ai des petites patentes encore. Je regarde le. J'ai encore du temps. J'ai. Ça, c'est incroyable. Juste les avant que tu ailles plus loin. Ça, c'est incroyable. Juste avant que tu aies ton dernier point de ta bourse. Des fois, je comprends pas. Il y avait une belle initiative dans le IGA à Saint-Hyacinthe. Quand tu rentres au IGA Saint-Hyacinthe, il y a un wall of shame. Le propriétaire du IGA prend en photo tous ceux qui volent dans le magasin et il les met sur le mur. Ça, c'est bien, là. Mais c'est vous qui il y a genre 30 photos. Là. Connaissez-vous ces gens-là? Il y a un gars qui a fait voler un steak. Il y a un travail, il y a une photo de Donald Trump. C'est comment? C'est de la maladie mentale. Non, c'est de la maladie mentale. Non, je pense pas que Trump a besoin de voler un steak. Là. Non. Mettez-les pas là. Vous pouvez le mettre à bien des places, là, mais ça n'a pas rapport. La fait, c'est lui qui va acheter ton magasin. C'est quelque chose que j'aimais. Oui, c'était un bon flash. Scrappé à la fin. Donc, le dernier bout du boursicotage. J'ai deux petites affaires. Oh! Vite. J'ai deux petites affaires, mais importantes. Un énorme stock, puis un petit stock ultra spéculatif. Je sais que beaucoup de monde adore les petits stocks spéculatifs. On boursicote quand même. C'est pas pour les peureux. Non, ça, c'est pas pour les peureux. Mais mon gros stock, c'est quoi? Je vous raconte une histoire rapide. Là. 2012, deux chums, deux gars qui se connaissent. Un programmeur, le gars travaille pour Airbnb, et un courtier, le gars travaille pour Goldman Sachs. Deux gars qui se connaissent, deux chums. Un programmeur et un courtier. Ils jasent ensemble, prennent une bière. À un moment donné, ils disent, ouais, on est en 2012. 2012. Ils disent, ouais, tu sais, les plateformes, là, les plateformes de trading de crypto-monnaie, on est en 2012. C'est pas mal de la merde partout, hein. Tu sais, les plateformes, là, des affaires bizarres, des plateformes louches. Hey, reculé d'il y a 10 ans, là, dans le crypto, c'était très louche, là. Des plateformes, genre de plateformes qui font faillite, là. C'est plate d'avoir ton wallet dans une place qui ça fait faillite, là. C'était vraiment pas une bonne période. Aujourd'hui, ça a changé beaucoup. Les wallets, les cryptos, ça sent les noms, là. C'est un autre monde, là. Il y a 10 ans, c'était pas beau. 10-12 ans. Eux autres, ils ont dit, on va faire une plateforme solide pour ceux qui veulent trader de la crypto-monnaie. Et c'est là qu'est né Coinbase. OK, c'est eux autres, ça. Coinbase, c'est eux autres, là. Wow. Coinbase, là, c'est... Je vous en parle pour une chose. Quand ils sont rentrés à la bourse, Coinbase, l'action était à combien? L'action était à 250 $. Quand ils sont rentrés à la bourse, oui. Il y a, en 2021, l'action vaut combien de Coinbase aujourd'hui? 250 $. Le même prix. Le même prix. Là, tu vas dire, ouais, mais c'est pas payant de jurer. Non, c'est pas ça l'histoire. Il y a eu un split? Non, il n'y a pas eu de split. Il n'y a rien eu. Non, il n'y a pas eu. Ceux qui ont embarqué dans Coinbase au début, puis ceux qui sont là, ils n'ont pas fait une crise de scène. Mais plus tard, tu vas en faire. Parce que Coinbase s'est rendu pas un blue chip. C'est rendu un blue chip. Là, tu vas dire, hey, Coinbase, oui. Ils viennent d'entrer sur le SP500. L'indice du SP500. Wow, ça c'est 503, 504 compagnies majeures. Oui, là, t'es avec Boeing, t'es avec Apple, t'es avec Caterpillar, t'es avec Chevron, t'es avec Disney, t'es avec Visa, t'es avec Uber, t'es avec Home Depot, t'es avec Hershey, t'es avec Tyson Foods. Les 500 plus grandes compagnies listées, Coinbase rentre dans une semaine. Oh! Ça veut dire quoi, ça, pour l'investisseur? On fait pas de recommandation d'achat. Mais ça te prend du Coinbase dans ton portefeuille. Ça, c'est sûr. Non, ça veut dire valeur refuge. Valeur refuge. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, imaginez-vous tous les indices qui copient le SP500. Il faut qu'ils achètent des parts de Coinbase. Exact. Et là, l'histoire. Fait que Coinbase, quand ils vont rentrer sur le SP500, tous les grands fonds mondiaux... Oui, parce que eux autres, ils achètent les fonds du SP500. Ils achètent le SP500. Ils achètent les actions du SP500. Ils achètent les actions du SP500. Coinbase va en faire partie dans une semaine. Très bonne chose à savoir. Ça c'est un blue chip. Là. Puis ça, c'est pour le moyen-long terme. On s'entend-tu, là? Oui. Une autre patente, vite. L'affaire de même. Je sais que beaucoup de monde aime les transactions d'initiés. Ça veut dire quoi, transactions d'initiés? C'est que
tu es dans la direction de la compagnie et tu loads le camion. Tu as un truck, tu as un pick-up, là. Ta boîte de pick-up, tu as rempli d'actions. Moi, j'achète les actions de ma compagnie. C'est le fun à savoir. Moi, j'aime ça. Moi, je fouille des transactions d'initiés. Bon, je suis fouineux. Et il y a un gars qui s'appelle James Edward Shutter. Lui, il est directeur d'une compagnie. Je m'en crise de la compagnie. Moi, c'est tout ce que je veux savoir, c'est que le gars, il achète ses actions. Il a acheté pas mal. Lui, il a acheté il a acheté 1 100 000 parts d'actions à 50 cents. 40 quelques cents. 50 cents. Le nom de la compagnie, je vous donne le code. TSND à Toronto. TSND à Toronto. Terre Ascend Corporation. Ils sont basés, eux autres, aux États-Unis. Là, tu vas dire, Jerry, t'exagères. Je me fous de qu'est-ce qu'ils font. Je m'en sac. Ça n'a aucune importance. Ce qui a de l'importance, c'est qu'il y a un gars qui a loadé le camion. Quand? Lundi. Lundi quand? Non, lundi là. Lundi cette semaine. Le gars, il a loadé. Dans la même journée, il a engrangé 1 100 000 parts. Lui tout seul. Là, je suis allé voir le volume du jour. Il y a eu 1,5 million de volume dans la journée. Hein, t'as peu. Il y a eu 1,5 million de volume dans la journée. Cette journée-là, c'est lui le volume. Là. C'est monsieur le volume. TSND Toronto. Là, tu vas dire, qu'est-ce qu'ils font, Jerry? Je ne vais pas vous le dire. Ah, je vais vous le dire. Compagnie de potes. Ils sont en Pennsylvanie. Eux autres, ils ont... Je ne veux pas vous le dire. C'est pareil. Je ne veux pas vous le dire. Parce que le monde dit, le pot... Je me suis brûlé avec ça. Plein de monde se sont brûlés dans le pot. Cette compagnie-là, ça valait 25-30$ à la bourse, cette marde-là. Et là, ça vaut 35 cents. Mais je comprends. Mais moi, ça m'énerve de savoir qu'un gars de la Pennsylvanie remplit son camion d'actions d'une compagnie de Donc, potes. il sait quelque chose. Ça m'énerve. Ben oui. Moi, ça m'énerve. Fait que c'est le genre de stock pour mettre un genre de coupe de 1000. Tu sais, ce qui traîne dans le compte, là. Il traîne un 1500. On ne fait pas de recommandation d'achat. C'est des penny stocks, là. C'est dangereux. Mais un petit 1000 qui traîne, là, dans TSND. Il s'en va où, ce gars-là, avec ses actions? Moi, ça m'énerve. Compagnie de potes, ils ont une douzaine, je suis allé fouiller un peu, ils ont une douzaine de produits de potes, des jujubes, des ci, des autres. Vous voyez la patente, là? Du pot à grandeur. Lui, des biscuits, des patates, ils ont tout, là, tout ce qu'il faut. Mais c'est bizarre comme move. C'est le directeur de la compagnie, ça, là. Mais tu te dis, c'est pas beaucoup d'argent. Ouais, mais 1 100 000 à 50 cents, c'est pas mal d'argent, moi, je trouve. Et Boursicotage est présenté par NAIA, la North American Immigration Agency. C'est les amis, regarde, les autres, c'est incroyable, sont incroyables. Carl-Olivier Rouleau, l'entrevue qu'il a faite avec nous autres, je n'entends encore parler. C'est incroyable. Vous êtes tanné de faire affaire au Québec, vous voulez immigrer aux États-Unis. C'est un rêve que vous avez, de vivre aux États-Unis, de travailler, d'investir aux États-Unis. La North American Immigration Agency vont vous aider. Vous pouvez les rejoindre à pirate@gonaia.com. Vous allez voir, c'est une équipe tout à fait extraordinaire. Eh bien, voilà pour le boursicotage. C'est fait. Il y a une belle ride encore. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Faites partie de l'invasion. JeffDillon.com. Priez pour vos vies. Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Oh yeah. OK, notre chum Joe Hamel qui est en direct de l'Italie avec son brother et sa maman. Donc, deux bons garçons qui s'occupent de leur maman en voyage. C'est des bons garçons, toi. Hein? Hey, ça, tu gagnes des points en tabarnache. Ben, écoute, ça faisait plusieurs années que je promettais à ma mère de l'amener en Italie. Puis là, ben, le frère s'est ajouté. Là, il vient de fêter ses 40 ans. Fait que c'était son cadeau. Là, fait que là,
C'est une belle expérience, on a bien du fun. Raconte un peu quel genre de semaine t'as eu, juste vite de même. Je t'ai vu te promener pas mal. Ben, on se promène quand même pas mal. Là. C'est sûr que, tu vois, on est arrivé à Milan, on a volé vers Milan de Montréal. Toujours des beaux petits vols. Là. Tu pars tard le soir, tu arrives dans le matin en Europe. Fait que Montréal-Milan. Passer la première journée, plus une autre là, complète à Milan. Moi, j'adore cette ville-là. Là. C'est une ville incroyable, Milan, une ville d'affaires. C'est la capitale mondiale, l'une des capitales mondiales de la mode, bien connue. Une ville extrêmement bien faite. Encore une fois, tu as vu mes quelques tweets à la blague sur une autre ville qui a abandonné la voiture, Jeff. Bizarrement, il y a des chars parqués en double, en triple partout. Il y a des chars parqués sur les trottoirs. Il y a un tramway à Milan, mais il est vraiment à même, là, un peu comme à Toronto. Là, il est sur la chaussée, il n'y a pas de voie réservée, donc les voitures passent au travers un peu partout. Donc, très, très belle ville. C'est une ville un peu comme Montréal, 1,5 million la ville et à peu près 3,5 la zone métro. Très belle ville, honnêtement. Il y a plus les deux premières... Ben, la première journée, un petit peu le lendemain, il commençait un petit peu à faire beau, mais somme toute assez bien. C'était un de mes restaurants favoris là-bas. Un des meilleurs restaurants favoris, un des meilleurs restaurants, je pense, de fruits de mer, Langosteria. Je pense qu'il y en a ouvert un à Milan, à Miami. Donc, c'est une chaîne qui part d'ici. Là. C'est une chaîne, ils ont quelques restaurants. Il y en a un à Saint-Moritz, il y en a un à Paris, je crois. Et on fêtait la fête de ma mère là. Donc, on a pris une bonne bouteille. Jerry, tu connais Cécile Tremblay, 2017. Un bon Bourgogne. Donc, écoute, tu verrais la carte des vins. J'avais les larmes aux yeux. C'est un cartable. Un Bourgogne en Italie. Oh. Ouais, exact. Ben, écoute, ça reste, mon cœur demeure en Bourgogne quand même. Je sais. Donc, non, un excellent souper. Un restaurant incroyable en passant. Après ça, ben, on est parti. Tu disais que les prix, tu disais, Jo, que les prix des restaurants, si tu t'étais tapé la bouffe que tu as mangé là, si mettons tu te tapes ça au Québec, c'est un prix de fou, là. Ouais, mais ça, c'est un mauvais exemple parce que c'est une étoile Michelin assez OK, mais c'est l'autre. Mais regarde, je te donne un exemple. À Florence, hier, on est allé manger vraiment un petit restaurant de quartier. Écoute, le tenancier me faisait penser un peu à Jerry, le même genre de gars, même genre de frame et même genre d'accueil aussi. C'est genre Jerry qui a un restaurant sur le Square à Florence. Là, c'était vraiment son restaurant, exact. Et ça coûtait à peu près, je te dirais, 50 € par personne, un petit peu moins, avec une bouteille de vin, un cocktail en entrant chaque. On avait une entrée, un plat, plus un dessert. Fait que c'est quand même très abordable, là, à peu près, quoi, on parle de 70 $, 70 $ à peu près canadiens. Donc ici, on parle de 100 plus, là, c'est vraiment plus cher au Québec là, pour ce type de restaurant-là en général. Donc, pas juste ça, Jeff, aussi le linge. Le linge, regarde, moi j'ai acheté des souliers d'une marque italienne bien connue, là, puis tu sauves, même avec la devise, tu sauves pas loin de 20-25%, puis en sortant ici, tu as la taxe, là, tu récupères la taxe. En passant, j'ai fait une petite recherche là-dessus, c'est drôle. Tu sais que le Canada, on est un des seuls pays de l'OCDE à pas rembourser la taxe aux touristes. Hein? Hashtag salut crosseur. Ouais, mais je pensais qu'il faisait ça avant. C'était enlevé, ça? Non. Ben, je sais pas si c'est mais là, à l'heure actuelle, il n'y a pas de détaxage là, à la sortie du Canada. Donc, c'est quand même une grosse crosse. Là. Wow. Donc, parce que dans le fond, la taxe, tu payes pour les produits, les services publics, mais tu n'habites pas là. Fait que, non, c'est ça. Il y a un principe logique dans le fait de se faire rembourser la taxe en sortant. Donc, ce que je vais avoir en quittant ici. Donc, non, tout au contraire, c'est comment on peut taxer et fourrer le plus les gens qui viennent nous voir. Ben oui. Tu viens nous voir, tu viens nous faire de la business, tu viens nous dire qu'on a une belle place, mais c'est pas grave. Nous autres, le but qu'on a, c'est de te fourrer bien d'aplomb avant que tu partes. Là. Ouais, puis tu sais, ça incite quand même à l'achat parce que tu regardes le prix, tu dis, OK, au moins j'ai les taxes remboursées, puis c'est assez facile à l'aéroport, il y a un formulaire, puis tu reçois ça sur ta carte de crédit là, dans les jours suivants. Donc, ouais, on est toujours dans les stratagèmes de même, nous autres, pour fourrer le monde, incluant les touristes. Ouais, c'est incroyable. D'accord, est-ce que je finis mon petit périple, donc une journée et demie après, ben là, je ramassais, là, on a loué une voiture. Tu sais, pour voir vraiment un pays, il faut que tu te déplaces. On niaisait un petit peu là-dessus. Ça aurait été impossible de faire ce qu'on a fait en transport en commun. Vraiment, tu décides de ton heure de départ, tu as beaucoup plus de flexibilité, tu décides d'arrêter, prendre des photos à des places, tu décides de... Donc, on a fait Milan, Lac de Combe, le légendaire Lac de Combe, là, qui est absolument magnifique à voir. Écoute, tu verrais les résidences autour de ça. C'est d'ailleurs là où George Clooney habite, je pense. Il y a des espèces de domaines à 100 millions. C'est drôle parce que George Clooney est dans mes sujets que je veux te parler tantôt. Après les sujets québécois, je veux te parler de George Clooney. Okay. Je veux t'en parler. Puis, c'est quand même le fun. Tu peux te promener le long du lac. Il y a une base d'hydravion là, vraiment en ville. C'est vraiment un beau petit lac. Mais c'est quand même assez... c'est pas super accessible. Il
Oui, il y a quelques hôtels autour, mais il y a des hôtels légendaires plus haut sur le lac, dont Villa d'Este. Villa d'Este, qui est une villa légendaire. Il y a des concours d'élégance de voitures là. C'est une villa qui est exceptionnelle. Tu vois, on a passé quelques heures là, je vais leur montrer. Après ça, nous, on couchait au lac de Garde, donc l'autre grand lac là, d'Italie. Il y en a un autre entre les deux, j'oublie toujours le nom, le plus petit. Là. Mais le lac de Garde est vraiment au pied des Dolomites italiennes. Là. Donc, c'est à peu près un petit peu au nord de Verona et Brescia. Je pense que Brescia, c'est la région. Et Lac de Garde, c'est un peu plus populaire, là, je te dirais. Ça ressemble un peu à... C'est un site de villégiature relativement populaire. Là. Et nous, on avait relativement un bel hôtel, mais comme assez vieillot. Mais la ville Sirmione, c'est comme une espèce de péninsule en plein milieu du lac avec un ancien château. C'est absolument magnifique. Là, une belle ville. Il y a une belle petite ville là, que tu peux te promener. Mais ça, c'est relativement assez abordable comme coin. Là. C'est pas exclusif, disons, comme le lac de Combe. On a couché 2 soirs là, dont une journée complète. Il y avait une espèce de... L'hôtel qu'on avait, il y avait une espèce de spa, là, si tu veux. Donc, il commence à faire beau, le 20-25 degrés. C'est encore un peu tôt, mais il commence à faire beau, là, tu vois. Petit tour à Vérone aussi. Ouais, après ça, on est en partant, on descend, là. Fait qu'après ça, on est parti de là, on est arrêté à Verona. Vérone, moi, j'ai été surpris, je trouve que c'est une belle petite ville. Surprenant, une belle forteresse. D'ailleurs, c'est le même, je pense que c'était les D'Ascala, la famille royale qui avait le royaume là-bas. C'était eux qui avaient aussi le château à Sirmione. Donc, très belle ville fortifiée aussi. C'était pas bien gros, je pense 300 quelques mille personnes. Des beaux cours d'eau avec des beaux ponts. Une autre ville qui a dit non à la voiture aussi, Jeff, des chars empilés partout. Donc, les ponts, il y a des beaux ponts, ça veut dire que des ponts, ça veut dire que ça doit multiplier la circulation, c'est ça. C'est comment ça marche quand tu ajoutes des voies, il y a des voitures qui se matérialisent. Là, exact. Mais ça marche pas. Ça marche pas pour les cyclistes en passant. Tu ajoutes des pistes cyclables, il n'y a pas de cyclistes qui apparaissent. Ah. C'est juste pour les voitures, ça. C'est bizarre c'est comme ça. Fait que, Verona a passé quelques heures là, petit lunch, toujours pas loin de... Tu sais, on est toujours à 1 heure, un apérol spritz à l'heure à peu près. C'est à peu près ça la tendance, la cadence en Italie. Quand il fait chaud un petit peu, tu as besoin d'arrêter. C'est pas cher. Tu as des espèces de spéciaux, genre, je pense que c'est 4 € par spritz. Fait que tu as un bon drink à genre un petit peu en bas de 10 $. Voilà. Donc, c'est ça, quand il fait soleil, c'est le fun. Donc, après ça, Verona, on est arrêté à Modena. Donc, Modena, qui est une ville assez plate en passant. Je n'étais jamais vraiment allé dans la ville. Là. Mon frère voulait voir le restaurant de Massimo comment il s'appelle, Jerry, le chef italien? Massimo Bottura. Non, il y a un restaurant légendaire. En fait, tu vois rien, tu vois que la porte et la plaque. Là. Donc, je pense que tu te pognes comme 6 mois d'avance pour une réservation. Fait que Massimo avait pas de... rappelle-nous ce que ton frère fait. Mon frère, c'est un chef à la base. Il a étudié là-dedans. Il a commencé. Exact. Puis dans la pandémie, en fait, il a perdu sa job. Il travaillait dans un hôtel à Québec bien connu. Il a perdu sa job dans la pandémie. Puis mon frère a toujours aimé les pâtes. Écoute, il était jeune. Il faisait des pâtes tout seul. Je te dis, il avait genre 6-7 ans. Il se faisait des pâtes tout seul. Ma mère, elle capotait. Il a toujours été un peu attiré par la cuisine italienne en général. Mm-hmm. Puis pendant la pandémie, il a décidé, dans son sous-sol, il a starté une fabrique de pâtes fraîches. Fait que, on a une recette dans la famille. Là, ma grand-mère faisait ça. Fait que, là, il est un peu fasciné par ça. Il a commencé à faire ça, un peu des commandes là, des amis proches, tout ça. Puis là, ça a pris de l'ampleur que finalement, il a ouvert son petit local à Stoneham pour commencer. On s'appelle Pasta Shop Stoneham. D'ailleurs, il y a l'OQLF au cul pour le nom du restaurant. Pas du restaurant, du commerce. Donc, vous faites quand même chier des petits entrepreneurs qui emploient 4-5 personnes. Là. Incroyable. Donc, mais il a lancé ça. Puis avec le temps, écoute, il a développé une clientèle. Tu sais, les gens qui arrivent à Stoneham, il y a des résidents, mais il y a aussi les gens qui arrivent pour leur chalet. Donc, c'est quand même un bon marché. Tu sais, les pâtes, c'est pas comme des sushis. Tu sais, si t'en manges une semaine, t'en manges pas. Les pâtes, tu peux en manger comme une fois par semaine ou plus, des fois. Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même une espèce de produit essentiel. Donc, il y a une clientèle par rapport à ça au niveau du détail. Essentiel et passe-partout aussi, les pâtes. Oui, passe-partout. Surtout les pâtes fraîches. Les pâtes fraîches, tu les achètes et tu les fais tout de suite. Là. Et lui, il y a surtout aussi une grosse clientèle de restaurants. Donc, à peu près tous les grands restaurants à Québec utilisent ses pâtes. Il y avait d'ailleurs, il était triste de la mort du pape parce qu'il l'avait nourri. Le pape avait mangé ses raviolis, apparemment. Quand il était venu à Québec. Ouais. Donc, ouais. Fait que c'est ça qu'il fait. Donc, puis là, maintenant, il vient d'ouvrir une petite boutique à Limoilou. Donc, sur la 3e avenue, je pense, juste sur le coin de... Donc, là, c'est son deuxième point de vente. C'est ton deuxième place. C'est ça, exact. Fait que, non, excellent produit, puis il est bien aimé. Une petite équipe avec lui. Fait que là, d'ailleurs, il est capable de venir avec nous autres 10 jours. Fait que ça... La preuve que sa business roule bien. D'ailleurs, il a même ramassé le bill une couple de fois. J'étais assez fier de voir ça. Là. Bon. Fier du brother. Le bro. Écoute, pour continuer mon petit le Modena, une ville un peu assez plate, à part la cathédrale qui est très belle. Là,
c'est vraiment magnifique. Quoi. Des cathédrales, moi, ça me fascine. J'aime beaucoup l'histoire derrière ça, ce que ça représente. Je ne suis pas tellement croyant au sens littéral du terme, mais j'aime bien l'histoire derrière ça. Milan, d'ailleurs, Jerry, je ne sais pas si tu as déjà vu la cathédrale sur la place centrale, est absolument magnifique. C'est incroyable. Modena aussi, une belle cathédrale. Et ça, en fait, c'était en route vers Bologne, qui était la ville où on couchait là, juste un soir. Et en partant de Modena, il fallait absolument, mon frère qui est un gros fan de chars aussi, on est des gars de chars, il fallait que je l'arrête à Maranello, faire le pèlerinage en face de la Scuderia. Donc, on est arrêté dans le petit village de Ferrari, qui est à peu près à une dizaine de kilomètres de Modena. C'est vraiment une banlieue de Modena. C'est le Saint-Augustin de Modena, si tu veux. Là. Et le dimanche, tout est fermé, évidemment, mais la gate, tu sais, la légendaire gate originale de la fabrique, de l'usine, elle est là. Puis, j'avais mis dans notre groupe une des plus belles traditions, à mon avis, du sport, c'est les drapeaux là, devant pour chaque victoire de Ferrari en piste, il y a un drapeau qui est accroché d'arbre. Il y en a 3 qui sont tous pas en F1, mais en endurance. Donc, on a visité ça, on a marché un petit peu, on est ressorti, puis finalement, on est continué vers Bologne, qui est une ville assez surprenante, honnêtement. C'est une ville universitaire. Là. Je pense que c'est 300 quelques mille personnes aussi. Une ville qui se vide complètement l'été parce qu'il y a beaucoup d'étudiants. Mais une cathédrale absolument spectaculaire à Bologne, là, dans le centre. Là. Très, très austère. Une espèce de brique brune qui a un grand, grand square. Quelques bons restaurants aussi, tu sais, tout le Bologne. Et d'où mon petite anecdote. Là, écoute, on soupe, ma mère rentre à l'hôtel, moi et mon frère, on va aller chercher un verre. Tu sais, on cherche un petit peu les clubs, les bars. Puis on trouve une espèce de beau... un speakeasy, tu sais, assez exclusif. On arrive dans la porte, il y a un gros bouncer. Avez-vous une réservation? Ah non, on vient du Canada. Là, tu drops la carte de touriste tout de suite. On vient du Canada. Montréal? Ouais. Do you know Joey Saputo? C'est ça. Oui. J'ai dit oui, je sais qui. Oui. Je ne connais pas personnellement. Mais, he's a very good guy. He's a very good president. He's a président de quoi? Puis finalement, il est président, il est chairman du club de la place. de Bologne. Ouais, exact. Ouais, exact. Puis ils sont vraiment aimés. Puis le club, il y a vraiment un chandail Saputo. Là. D'ailleurs, on a vu une gang sur la route. Il y a beaucoup de partisans du CF Montréal, ou, regarde, appelez-le comme vous voulez, là, mais CF Montréal, qui chialent parce que il est plus... Joey est plus là-bas qu'à Montréal. Ils ont l'air à s'occuper plus de son club italien que son club montréalais. Ça les fait chier pas mal. Oui, exact. Puis là, je pense que sont comme, je ne sais pas si ils sont en série, mais il y a une certaine effervescence. Là. Le monde est assez excité, donc j'imagine que ça... D'ailleurs, quand j'arrive à Milan, le gars à la réception me dit « Hey, avez-vous regardé le match hier? » Je dis « Ah oui, Christ, quelle belle remontée des Oilers. Hein? » Il ne voulait pas parler de hockey. Le gars, non. Il parlait de Milan contre... D'ailleurs, écoutez le hockey dans l'Ouest, ici, c'est à 7 h, là, c'est à 4 h du matin, donc je me suis tapé une fois, mais après ça... D'ailleurs, j'ai été violé à plusieurs reprises financièrement par des paris sur... Capitals et Jets, je me donne pas. C'est comme quand tu vas toujours revoir ton ex et tu te donnes pas. Là. Capitals et Jets, j'ai abandonné. Là. Je pense que Capitals, moi, j'avais des. Quand je les ai vus jouer contre les Canadiens, j'ai eu des question marks. J'ai eu de la misère à comprendre que cette équipe-là était première dans la Ligue, dans l'Est. J'avais beaucoup de misère à comprendre. Il s'est passé la même affaire qu'avec les Canadiens plusieurs fois. En fin de deuxième, au milieu de deuxième, plus de gaz. Après ça, cette équipe-là n'est plus capable de jouer. Bref, Sinon, Oilers, écoute, je n'avais pas été déçu à date. Là, quel club. Les Jets auraient pu gagner hier. Les Jets ont joué. Hier, les Jets méritaient la game. Hier. Exact. Tu vois, c'est un peu. Mais écoute, Dallas. C'est ça. L'équipe, moi, je ne regardais pas tant que ça, mais là, tu sais, Johnston. Rantanen, il est complètement cinglé. Rantanen, ça n'a pas de bon sens. Non, c'est le machin. C'est ça. C'est ça qui était Bologne. Après ça, Bologne, on part de Bologne, on est allé à Firenze, donc Florence. Moi, je n'étais jamais allé, j'étais allé en Toscane, mais je n'étais jamais allé à Florence. Et c'est un littéral shit show rentrer là en char. Là. Florence, non seulement il y a des tramways, là, il y a des tramways avec voies réservées, là, donc c'est un peu le bordel. Et il y a des zones d'exclusion au centre-ville. Il faut que tu habites au centre-ville où ça te prenne passe. Là. Donc, pour rentrer à l'hôtel où il était quand même un peu dans un coin relativement touristique, c'était vraiment le bordel. Du coup, on a réussi à rentrer. Écoute, l'hôtel, c'est absolument fascinant. C'est une famille, c'est un marquis et une marquise, une famille, je ne sais pas trop, qui avait cette résidence-là depuis des centaines d'années. Puis là, ils ont comme converti ça en hôtel. Puis de la manière qu'ils t'accueillent, c'est vraiment personnalisé. Tu as une lettre dans ta chambre à ton nom. Le marquis et la marquise vous accueillent. Bienvenue chez nous. Puis là, tu as des photos de la famille partout dans le building. C'est vraiment bien fait, honnêtement. Puis je suis le prix d'un hôtel relativement normal. Là, donc, c'est vraiment assez bien fait. Puis, faut pas que tu sois claustrophobe. Ici, en Europe, si vous avez peur des ascenseurs,
certains buildings que vous allez faire le saut. Tu arrives, c'est une espèce de cage, là, puis tu fermes la cage, puis tu es comme embarré, puis tu montes à l'autre étage. J'espère que ça n'arrête pas entre 2 étages. Là. Mais somme toute, c'est vraiment des beaux coins. Puis évidemment, écoute, Florence, moi, c'est la première fois que je la voyais, puis j'ai lu beaucoup là-dessus, là, l'architecture, puis l'histoire de Florence, parce que vous savez qu'avant, l'Italie, c'était des royaumes séparés. C'était là, des royaumes, Florence, exactement. le Piémont, le Naples, c'était des royaumes séparés qui ont été unis relativement tard. Là. D'ailleurs, moi, j'ai une histoire là-dessus qui s'en vient avec le château qu'on a visité. Fait que, puis d'ailleurs, la cathédrale, le dôme de Florence, ça a pris 200 ans à construire. Puis vous voulez qu'on parle d'œuvres d'art et de biens publics, si on veut, financés par le privé, ben ça a été financé au début par une association de fermiers de moutons, des commerçants de laine. Puis pendant 100 ans, ben ça s'est... Imaginez, ça a pris 200 ans. Ça veut dire que pendant 200 ans, la fête qui se passait en ville, c'était la construction de la cathédrale. Puis les enfants voyaient leurs parents travailler là. Puis en plus, les petits-enfants reprenaient la job jusqu'aux arrière-petits-enfants pour finalement compléter le travail. Puis évidemment, après dans le dernier siècle de sa construction, c'est les Médicis qui sont arrivés, qui ont rajouté ce qui manquait pour faire le dôme, là, évidemment le dôme célèbre, là, c'est Brunelleschi, l'architecte célèbre, donc un dôme qui supporte lui-même, là, c'est assez... Écoute, tu la vois, la cathédrale, on dirait que ça fuck la proportion, parce qu'elle est blanche, elle est en espèce de marbre, des pierres de la région, d'ailleurs, toute la région du nord de l'Italie, jusqu'à ce coin-là, c'est des capitales de granit, je pense, marbre, c'est des gros endroits de marbre italien, tout ça, là. Et écoute, tu la regardes et ça fuck la perception tellement que c'est gros puis que c'est bien défini. Là. Tu sais, des fois, dans un jeu vidéo, des fois, tu vois de quoi qui n'a pas l'air à sa place. On dirait que c'est un jeu vidéo quand tu vois devant toi. Il y a un genre d'effet de proportion c'est tellement gros puis c'est tellement beau. Il n'y a pas un espace sur la cathédrale qui a rien. Là, il y a des gravures, les portes, c'est absolument magistral. Ça a des génies dans ce temps-là, quand tu penses, là. C'est-à-dire, c'est des tailleurs de pierre montés. Tu construis des cathédrales avec rien. Ils n'ont pas de. Rien. Ils ont des échafauds. Là. Oui. C'est en bois, là. Donc, c'est fou. Non, mais le nombre, tu penses à le nombre de man-hour, d'heures fou, qui a été mis là-dessus, ça dépasse l'entendement, là. Ça te donne, tu sais, genre vraiment plus jeune que tu portes pas attention, mais là, tu sais, si tu regardes ça, il y a un respect. Il y a un respect des traditions. Il y a un respect des traditions. Ça finira pas en école de cirque, là. Non, exact. Ça finira pas en école de... Non. Il n'y a pas eu de Limoilou, c'est ça. Et autour de ça, il y a des soldats, là, parce qu'il y a plusieurs fois, il y a eu des menaces d'attentats contre des monuments comme ça. Là, donc, il y a des soldats armés autour, partout, qui gardent. Sinon, ben écoute, c'est la vie, hein, l'Europe, dans les rues, les petits cafés qui débordent avec le monde, un verre à la main dehors dans la rue. Ils ont le droit. Non, c'est dangereux, ça. C'est dangereux, ça. Non, c'est très dangereux. Ouais, exact. Fait que, sinon, c'est pas mal ça. Là, est-ce que la maman est contente? La maman est très, très contente. Elle vient de venir en Italie, donc elle est absolument contente. Mais là, écoute, le clou un peu de notre visite qui s'est un peu rajouté, là, j'ai utilisé mes contacts vinicoles pour voir ce qu'il y avait dans le coin. Fait que hier, on est allé dans la région de Chianti. Donc, le Chianti... j'ai vu ta photo. On est allé à le sud de la région de Chianti, au Castello di Broglio. Ça, c'est la famille Ricasoli. Ricasoli, c'est le baron de Ricasoli qui... Ben, le château de Broglio où on était, il a été au début, ça l'a pratiquement 1800, ça a pratiquement 2000 ans, en fait. Là. Donc, ça a été démoli à un moment donné, à partir, je pense, dans une guerre, ça a été rasé. Ça a été reconstruit avec l'aide des Médicis, parce qu'ils voulaient défendre la région. Sienne et Florence étaient en guerre l'un contre l'autre. Là. C'est un peu comme, mettons, Québec-Trois-Rivières qui est en guerre. Et il avait reconstruit cette forteresse-là, et c'est la famille Ricasoli qui en a pris le contrôle. Et le baron, qui a tout uni la région. Il y a eu des référendums, là, et ils ont uni la région, et avec il est devenu d'ailleurs premier ministre d'Italie, le bonhomme, là, et il a uni, puis le pays est devenu uni par la suite. Dans le musée de la famille, là, on a eu accès à des affaires incroyables, on est assis à la table, c'est comme dans Game of Thrones, la patente, la grande table, avec une espèce de salle à manger avec des armures complètement débiles, avec des drapeaux, là, des standards qui ont été utilisés dans des batailles au 14e siècle. Là. Il m'a montré un boulet qui avait été garroché sur le château, genre en 1500 quelque chose. Tu as le boulet dans les mains, là. Ça a déjà été dans une bataille quelconque. Là. Mais là, tu vois la collection de la famille dans le musée. Et là-dedans, il y a une lettre signée de Bismarck. Bismarck, c'est
le dirigeant qui a un peu uni toute l'Allemagne, parce qu'il avait aidé à défendre l'Allemagne, il avait envoyé de ses hommes, je sais pas trop. Puis quelque part, tu as un sauf-conduit, ça c'était un peu ton passeport de l'époque, là, signé de la main du roi d'Italie, là, tu vois, là, le gars peut aller se promener partout avec ça. Et lui, l'histoire, au niveau du vin, Jerry, c'est que lui a développé la formule moderne du Chianti. Donc, je pense que c'est 80% de Sangiovese minimum. Et la période de garde, je pense que c'est 12 mois. Donc, il y a toute une formule là, pour le Oui, il y a des règlements. En fait, le Classico, parce qu'il y a deux choses. Il y a le Chianti et le Classico. Le Chianti Classico, qui est l'appellation d'origine contrôlée de la région. Là. Et eux, là, il y a ça. Donc, on a visité le château, absolument magnifique. Mais après ça, on a visité tout l'aspect vinicole, là, donc la cave, la dégustation avec la famille, tout ça. Et ils nous expliquaient qu'ils sont un peu en train de faire... Ils veulent subdiviser, par exemple, la région du Chianti pour avoir... En fait, c'est un peu ça le succès, mettons, de Bordeaux puis de la Bourgogne. C'est que tu as les lieux-dits, tu as les propriétés, tu as les noms de villages. Fait que tu as un aspect de marketing et de localisation qui est encore plus micro que juste la grande région complète. Donc, ils sont en train de faire ça en Chianti avec différentes sous-régions. Avec là, ils ont quelques autres là, divisions. Donc, la grande sélection, ils font un super toscan aussi. Donc, tu n'es pas tellement un expert de vin italien, mais c'était extrêmement intéressant. D'ailleurs, ils font 1 million. Écoute, donne une idée de l'ampleur de la propriété. Là, il y a le château, tout ce qu'il y a autour. Ils ont 240 hectares de vignes, Jerry. 240 hectares. C'est fou. C'est absolument énorme. Là. Ils font près d'1 million de bouteilles par année, puis ils pourraient en faire 2. Là. Ils choisissent de ne pas solliciter les vignes au maximum. Et est-ce qu'ils peuvent chanter? Est-ce qu'ils peuvent accueillir des gens et chanter dans leur vignoble? Ouais, sont-tu comme Mario Pelchos? Je connais quelqu'un qui s'est marié là, donc j'imagine qu'il n'y a pas l'air d'avoir besoin de permis de niaiseries de même. Là. Ils n'ont pas l'air d'avoir besoin de permis des niaiseries de même. Hein. Ça a l'air, ils n'ont pas l'air de faire ce qu'ils veulent avec leur propriété. Mais c'est bien connu, on l'a chez nous au Broglio, là, il y a deux vins, ils l'appellent une entrée de gamme. Mais tu sais, elle dit, d'ailleurs, la dame, c'est... Au début, elle nous fait visiter. Moi, je pense que c'est une guide. Tout ça. Mais elle montre les photos. Elle dit ça, c'était ma grand-mère. C'est un peu Chris. Elle, c'est l'arrière petite-fille du baron de Ricasoli. Là. Dans le fond, son cousin, c'est l'actuel propriétaire de la propriété. Incroyable. Fait qu'écoute, il y a un château, il y a à peu près 240 hectares de vignes, ça fait 1 million de bouteilles par année. C'est une business annuelle qui vaut probablement plus de 50 millions d'euros. Puis, écoute, patrimoine de la famille, c'est probablement dans les centaines, voire plusieurs centaines de millions d'euros. Là. Wow. Quand tu parlais de la richesse générationnelle en Europe, Jerry, c'est ça. Là. Tu l'as, c'est ça. C'est absolument fascinant. C'est des terres. Ouais. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Jeff Fillion. Hey, il reste 6-7 minutes, puis je sais qu'en vacances, tu n'as peut-être pas la tête à ça, mais je veux t'entendre sur l'histoire de la semaine, en tout cas pour le PCQ. Je sais que les médias québécois puis toute la machine essaient de pas faire d'histoire avec ça, puis on essaie de l'étouffer le plus possible. Mais l'histoire de Boissonneau dans Arthabasca, je veux t'entendre là-dessus, sur toute la patente, parce que là, on est en train comme de revirer ça de bord, comme de quoi que l'agresseur, c'est Éric Duhem, puis que le gars, c'est quasiment un ange, là, puis, tu sais, je veux dire, on parle d'organisations qui pensaient poser des bombes, là. Tu veux dire, c'est quand même pas petit, là, c'est comme tu disais dans un tweet que tu as fait, c'est pas des erreurs de jeunesse que nous autres, on a faites ou qu'on trouve normales, là. On parle d'un gars qui a fait 41 jours en prison, là, c'est quand même pas rien, là. Je veux dire, si l'on mis là, au Québec, on sait que si tu as fait 41 jours de prison préventive parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui ne marchait pas, là, il y avait quelque chose de grave. Je veux t'entendre sur toute l'histoire depuis que ça a sorti, cette patente-là. J'ai fait un petit catch-up là, sur les podcasts en conduisant de Florence à ici, là, donc j'ai tout entendu vos discussions. Je suis pas mal au même endroit que toi là-dessus. Là, premièrement, évidemment, je trouvais ça bizarre au début qu'Éric Duhem l'accueil. Éric est comme ça, là, tu sais, là, il est très sympathique, j'ai très hâte de me mesurer à lui. OK, fine, Éric, c'est bien le fun, là, mais au final, on veut le battre. Puis, et quelques heures après, il est survenu cette affaire. J'ai comme fait le saut, moi, parce que j'ai pris le tweet le soir, tu sais, puis là, c'est quoi cette affaire-là? Ça arrivé comme relativement pas beaucoup de temps après. Et là, tu comprends rapidement l'histoire, là, dans le fond. Premièrement, moi, je ne le connaissais pas non plus. Tu sais, je suis quand même l'actualité politique québécoise, apparemment, qui est à l'Assemblée nationale. Je ne me rappelle pas de ça. Puis Morning Man, on suit un petit peu le... c'est le Morning Man numéro 1 à Québec, dans la région de Québec. Je ne savais pas ça non plus. Je ne connais pas. Mon frère n'avait pas l'air de le connaître non plus. Il habite à Québec. Oui. Fait que, en tout cas, bref, ceci étant dit, on comprend l'histoire rapidement. Ça a relativement été bien exposé dans les médias dans le temps. Donc, on comprend un petit peu l'histoire. Et l'histoire de l'erreur de jeunesse, attends un petit peu, il faut mettre ça en perspective. Moi, j'ai fait un tweet à la blague avec des exemples
totalement fictifs d'erreurs ouais. de jeunesse, par exemple, comme se sauver de la police en motocross, Ben oui. partir avec la meilleure amie de ta blonde ou monter une pente de ski d'un très grand centre de ski au Québec en F-150 avec du monde en boîte. Toute ressemblance avec des personnes ayant existé. C'est une histoire purement inventée, coïncidence. Ouais. Fait que ça, on a tout fait des affaires de même. Fait que ça, on peut Ben considérer que c'est des erreurs de jeunesse. Tu sais, ces affaires, tu disais, j'entendais dire, on a eu bien du fun, mais au final, on n'a pas de dossier criminel. Dans le cas de M. Boissonneau, c'est une autre histoire. Premièrement, il avait 22 ans et c'était un groupe organisé qui planifiait des attentats directement dans... Moi, je me rappelle de ça. Je me rappelle aussi, comme c'était hier. Je me rappelle. Et moi, je me rappelle, je perdais mon temps au cégep dans ce temps-là, il y avait un cours, c'était un esti de péquiste, le prof, il donnait des points, Jeff, pour aller manifester au sommet des Amériques. Moi, j'étais en total désaccord avec ça. J'étais déjà pro-free trade à l'époque. J'étais déjà en crise à cet âge-là. Et moi, j'étais en désaccord avec ça. J'ai pas eu de points parce que je m'opposais à aller manifester. Tu sais, totalement biaisé. C'est incroyable. Donc, mais je me rappelle de ça comme c'était hier et je me rappelle du cassage. Donc, d'avoir fait partie d'un groupe organisé qui planifiait faire des actes comme ça, qui était infiltré par la GRC. Ça veut dire que vous étiez relativement, déjà dans la mire des autorités. C'est pas rien. Et je fais une parenthèse là-dessus, Jeff, parce que c'est quand même drôle. Il faut quand même prendre un moment pour savourer l'ironie. Parce que pendant des années, là, tu sais, c'est quoi le narratif des chroniqueurs de la gauche radio-canadienne et de la presse? C'est toujours comme, la droite de Québec et la droite en général, eux, dans le fond, ils activent des jeunes hommes frustrés qui vont finalement finir dans des camps de milices à fabriquer des bombes. Ben, Carlis, le seul qui a fini de même, c'est un journaliste de Radio-Canada qui se présente pour le PQ. C'est quand même assez drôle, hein? Ben oui, puis c'est carrément ça. Puis, sais-tu quoi? Je me surprends zéro. Et c'est ça qui... Moi, c'est un peu ce qui me frustre dans cette histoire-là. Tu sais, je veux dire... Bon, tu sais, somme toute, là, je suis un peu comme Éric, là, je veux pas qu'il le cancelle, qu'il l'enlève. Les gens décideront. Non. D'ailleurs, c'est ça. D'ailleurs, personne ne s'oppose. Puis écoute, mais on s'entend que c'était l'autre bord. Mais on s'entend que c'est l'autre bord. La personne qui veut se présenter pour le Parti conservateur, elle va être cancellée et éliminée. C'est ça qui m'énerve. Bien que ça. C'est un ticket de parking, puis t'es poursuivi par la cour municipale de Victoriaville. Ils te jetteraient en dessous du boss, puis ils te cancelleraient. Là. Oui. T'as vu comment est-ce qu'ils ont fait avec Puis la différence avec les taxes scolaires d'Éric Duhem ou whatever les taxes, là, c'est que c'est une information privée qui a été coulée aux journalistes en passant. Oui. Lui, son dossier, c'est public. Là. Il y a eu une couverture publique là-dedans. Donc, personne là-dedans... On me dit que c'est l'administration Marchand qui avait coulé l'information. Ben, évidemment. Donc, évidemment, les administrations militantes. Mais dans l'histoire de Boissonneau, il n'y a personne qui dit que ce gars-là ne peut pas se présenter. Au contraire, on veut qu'il se présente et qu'il fasse face, si tu veux, au jugement de la population, électoral de la population, en toute connaissance de cause. Et moi, ce que je dis depuis plusieurs mois maintenant, depuis le début de PSPP, la montée du PQ depuis l'épisode du dépliant volé, là, où il a été élu in extremis, les médias se sont mis ensuite du côté du PQ, mais il y a toute une dynamique aussi qui est parallèle avec la baisse de QS. Donc, on peut se poser la question, combien d'activistes radicaux anticapitalistes de plus y a-t-il autour de PSPP? C'est ça la question, là. On est loin du Parti québécois de Lucien Bouchard et de Bernard Landry. Là. D'ailleurs, René Lévesque n'acceptait aucunement d'avoir des quelconques honneurs ou applaudissements pour des militants du FLQ. Non, c'est ça. Il y avait un clivage clair avec cette époque-là. Donc, on sent que dans l'entourage de PSPP, d'ailleurs, il y a plusieurs fois... Il y a d'ailleurs même une déclaration qui disait qu'il y avait des groupes d'extrême gauche qui étaient favorables à l'indépendance avec le PQ. Donc, on sent qu'ils cultivent un peu ces groupes extrémistes-là et qu'ils ne les dénoncent pas. Et le test, comme tu l'as dit, moi je suis totalement d'accord avec toi, le test avec PSPP, qui n'est pas juste un chef de parti ou qui se présente comme être premier ministre, il veut aussi faire un pays. Je pense qu'il échoue complètement le test avec cet événement-là de dire, regardez, c'est un élément radical, vous êtes un anticapitaliste, un communiste, vous avez participé à des événements qui sont troublants, vous avez été en prison 40 jours de manière préventive parce qu'ils pensaient que vous étiez dangereux. Vous avez pas, c'est pas une balloune. Non, on parle de batte de baseball, de bombes, de fabrication de bombes, c'est gros en Christ, là. Exact. Puis, moi, c'est... Lui, regarde, je comprends pas. Sérieux, je comprends pas. S'il était à Radio-Canada, Morning Man, il était à succès, tant mieux pour lui. Mais je comprends pas pourquoi il s'est lancé en politique en sachant que ce genre de choses-là pourrait exploser, puis ça va lui nuire, probablement même pour sa job dans le futur. Oui, regarde, il dealera avec sa shit. Mais c'est vraiment le coup. Puis là, dans les sondages de ce matin, le PQ est encore premier, là, et loin en avant en plus.
C'est comme Ouais, vu mais comme le là, tu vois qu'il y a comme. T'as encore l'effet de vote parqué de la CAQ qui est encore là. Tu sais. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme vu pour le parti du changement par rapport aux autres. Tu sais, moi, je vois plutôt un genre de parti juvénile, complètement désorganisé. Tu sais, moi, là, je veux dire, en plus, le parti qui a de l'histoire, là, mais mettons que je suis au Parti conservateur, qui n'a pas l'histoire du Parti québécois avec ceux qu'on a nommés, Bouchard, Parizeau, Lévesque, etc. Mettons que tu pars quelque chose de nouveau. Je sais pas, là, mais une des choses premières, mettons que quelqu'un me dit, ouais, j'aimerais ça me présenter pour toi, OK, t'as-tu ton passé? Parce qu'il a dit qu'il savait. OK, je prends ses paroles. Moi, je vais regarder ce gars-là, je dis, regarde, t'es un excellent candidat, mais je peux pas. Tu sais, je veux dire, tu peux faire C'est sûr plein que ça d'affaires. sort, là. Mais non, c'est sûr que ça sort. Il n'y a pas eu de due diligence qui a été faite. Non, c'est sûr. Là, même s'il le dit. Moi, je crois pas. Ça veut-tu dire. Peut-être, parce que. Probablement qu'il l'a dit parce que c'était dans les médias déjà. C'est pas comme si ça n'avait pas été découvert. Mais ils ont probablement pris le guess comme quoi que ça allait peut-être durer une journée ou deux, mais là, ça prend des proportions quand même importantes. Puis Eric, moi, je suis d'accord avec toi, faut pas qu'il lâche ce clou-là. Faut pas qu'il lâche la POC là-dessus. Tu continues de frapper sur le clou, parce que ce que ça permet de faire, ça permet d'exposer #le vrai PQ, qui est noyauté par des éléments radicaux environnementalistes comme ça et anticapitalistes. Il y en a plein. Ouais. D'ailleurs, tu le vois plein dans les. Ouais, dans puis les- il y a beaucoup de. On dirait qu'il aime ça s'entourer de marginaux. Tu sais, la fille qui était dans Pornhub avec les masses noires d'en face, tu sais, Ouais. il est comme content de. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça prend. Je sais pas, là. Non, exact. Ça prend Non, un peu exact, de. c'est pas sérieux. c'est C'est pas pas sérieux. sérieux. C'est loin de ce que tu disais du PQ de Bernard Landry et de Lucien Bouchard. Là, il vient de faire Même sa dans les conférence de voix presse. claires, là. on est Boissonneau vient de ailleurs, faire. là. Boissonneau vient de faire la conférence de presse là avec PSPP À Saint-Ferdinand. à Saint-Ferdinand et il a été questionné puis il a dit je suis un politicien avec une vision de centre droit. Moi là, ça là, Non, il est comique. regarde, là. là, moi Ok. là c'est fini. Quelle agence qu'on a. Monsieur Boissonneau, quelle agence ou quel ministère on abolit demain matin? Ouais. Lequel, là? Regardez la liste, là. Voyons donc. D'ailleurs, c'est la plus grande mascarade, là. Ça va être le plus grand gaslighting dans les prochaines semaines, prochains mois. Le prétendu recentrement du PQ, là, ne croyez pas une seconde à ça. Éric Duhem doit constamment frapper là-dessus. On ne fait pas confiance au PQ actuel qui est noyauté par des éléments radicaux. D'ailleurs, M. Bocoté, qui Ouais. s'époumonne et qui pourfend l'extrême gauche en France, qui a des tendances violentes, ici au Québec, le défend parce que c'est le PQ puis c'est son projet de vie. C'est quand même une certaine hypocrisie, il faut le dire. Là. Ouais, mais lui pour le Les pays, gens, il il prend pense n'importe plus quoi. que le monde n'a pas l'Internet entre les deux continents. Ouais, mais, là. C'est quand ouais, même- mais ça me dit que Boc côté, moi ce que ça me dit là, OK? Puis il doit penser ce qu'il veut là, mais moi quand je dois penser ce que je veux aussi, puis moi, On le dire. reviendra, Ouais. on le réinvite, il reviendra. On le réinvitera, mais ça me dit que lui, c'est tellement un fanatique pour la construction de son pays québécois que, d'après moi, avoir ce genre de personnes-là qui vont partir déstabiliser la place pour shaker à patente avec toutes sortes de moyens violents, tout ça, il n'y a pas de désaccord Oh, ouais. avec ça. Il y a- Non, il y a- il voit ça il dans est à la chaîne l'aise avec ça. ça fait partie Il de. il est à l'aise. Mais le bon point, je finis avec ça parce que faut lancer le live, puis c'est toi qui le lance aujourd'hui. Jerry a sorti des bons liners tantôt. Il a dit est-ce que Boissonneau y est élu et que le PQ devient le gouvernement? Est-ce que Boissonneau peut être le ministre de la Justice? Est-ce que Boissonneau peut être le ministre de la Sécurité publique? Est-ce que Boissonneau peut être même aux finances ou je ne sais pas trop quoi? Parce que clairement, à 21 ans, 22 ans, c'était un anticapitaliste, un pur communiste. Excuse-moi, ça le discrédite sur un paquet de choses pour faire de la politique démocratique à mes yeux. Et qu'eux ne voient pas ça. Des adultes, des gens sérieux, supposément, des gens avec une vision de former le prochain gouvernement pour ultimement bâtir un futur pays. Tabarnache! C'est bizarre, là. Tu sais, que tu sois pas capable de déterminer ça dans ta tête, que le gars, tu peux pas bâtir rien avec ça, même si tu l'aimes, même si tu prends une bière avec, c'est le fun, tu l'écoutes le matin à Radio-Canada. C'est ça. Ça marche pas, là. Il y a Boissonneau et le ministre de la SQ. Là. Oui. Non, Là, arrêtez. Là, mais le pire, à mon avis, c'est que ces gens-là, quand ils sont autour du feu, autour du barbecue, là, ça méprise le style de vie des Québécois moyens. Ça méprise les entreprises. Ça méprise, le monde a des chars. Ça méprise ça. Ça méprise le monde qui va en vacances. En fait, c'est ça. C'est des partis qui veulent radicalement
c'est présenté comme des espèces de pères de famille modérés, ça broye un peu. C'est un parti qui est noyauté par des éléments radicaux, OK, qui ont des politiques qui sont très similaires. Ça enlève l'aspect l'aspect du référendum et de l'indépendance. Dans les 2 dernières années, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit à peu près toutes les mêmes niaiseries que Justin Trudeau sur l'inflation, sur l'inflation des épiceries, le prix plancher sur l'essence. Il était c'est très toutes libéral. les mêmes politiques radicales au niveau de l'environnement, du net zéro. Il est très carré. De ça, il est très carré. de ça. Il est très carré. Ça, c'est en total, en passant, c'est en totale contradiction avec le style de vie puis la productivité et la vivacité économique d'une région comme Arthabasca. C'est des petites fermes, c'est des entreprises agricoles, c'est des petites PME. Crissez donc ce monde-là dehors, puis envoyez donc un vrai parti d'opposition à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai juste peur que... il y en a qui sous-estiment le pouvoir des médias traditionnels. Moi, je le surestime peut-être, mais à date, là, ça me donne souvent raison. Moi, je pense qu'ils ont réussi dans les 24 dernières heures. J'ai écouté des entrevues qu'Éric a faites avec LCN et tout ça. Ils ont réussi à faire passer Éric pour le méchant et lui est devenu la victime. Puis c'est le genre de patente que les Québécois aiment. Puis si j'avais à mettre de l'argent sur Polymarket en ce moment, je mettrais de l'argent sur lui. Ça a l'air que c'est Raes qui est contre lui. Là. Oui, ça serait Raes contre Éric et un autre. Oui, c'est bon. Ils vont se diviser. Les boomers, les vieux vont aller avec Raes, les autres vont aller avec les péquistes, puis Éric peut se faufiler entre les deux. Il faut, parce que là, moi, je trouve que ils vont utiliser ça pour faire... C'est le mec qui vont virer. Le conservateur avec la CAQ. Ben oui, mais es-tu drôle? Mais dans leur tête, ils sont sûrs que la CAQ sont conservateurs. Non, mais dans les autres, ce monde-là, ça peut sauter dans n'importe quel autobus. Là. C'est comme des agents libres. C'est prêt à mettre n'importe quel chandail. Là. Tant qu'ils ont un micro en dessous de la face, puis qu'ils ont un chèque de paye qui rentre, puis ils sont du siège dans un quelconque parlement. Là. N'importe quel chandail. Là. Le drapeau multicolore, le drapeau arc-en-ciel, pour eux autres, c'est pas pour les mêmes choses que les LGBTQ, mais c'est un drapeau qu'ils pourraient porter parce qu'ils sont à toutes les crises de couleurs. Eux autres. C'est le drapeau de l'uniparti, c'est celle-là. Exact. Hey, bonne fin de voyage, mon chum, puis salutations à tout le monde avec vous autres. Profitez-en, pour se reparler la semaine prochaine. Cheers. Take care. Oh, yeah. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Jeff Fillion. Yann et Frank, mes amis, Yann et Frank. Comment est-ce qu'ils vont, mes deux chums? Top shape. Top shape? Il me dit top shape. Top shape. À la Yann. À la Yann. Hey, les boys, beaucoup de choses à jaser. On commence. Premier bloc, on parle de ce qui s'est passé cette semaine avec Arthabasca. Toute l'histoire de Radio-Canada. Moi, le boost que j'ai, je vais vous expliquer mon point de vue sur comment je vois ça. C'est plus le PQ, parce qu'on est aux portes du pouvoir. Les sondages, même s'ils sont légèrement à la baisse, nous montrent quand même que le PQ est en avance pas mal sur les autres. Donc, domine, sans le gars avec les cheveux blancs, la barbe blanche, là, mais domine le PLQ, domine la CAQ assez aisément. Est-ce que ça donne un gouvernement majoritaire? Je ne vais pas regarder ça. Là. Mais une chose est sûre, ils sont en avance. Puis là, on est en train de voir que les Québécois pensent que le PQ, c'est comme la solution de rechange, c'est comme le renouveau pour donner un nouveau souffle au Québec. Puis là, tu as une organisation qui n'a rien à voir avec le PQ de Bouchard, rien à voir avec le PQ de Parizeau, rien à voir avec le PQ de Lévesque. Un genre de parti très, très à gauche, très green, très politique pro-carné sur beaucoup de points, entre autres l'environnement, puis un paquet d'affaires, les chars, le pétrole, tout ce que tu veux. Et là, mettons, en tout cas, je prends les paroles de PSPP qui aurait fait son due diligence sur le candidat d'Arthabasca, le gars de Radio-Canada, et il lui dit, si tu fouilles dans Google, tu vas trouver des choses sur moi. En 2001, lors du Sommet des Amériques, j'ai été arrêté, puis j'étais à la tête, j'ai fait 41 jours de prison, etc., etc. Donc, c'est toute l'histoire. Et PSPP le prend pareil. Moi, c'est le bout où j'ai de la misère. Parce que si, mettons, même je suis à la tête du PCQ qui aspire pas au pouvoir, puis quelqu'un m'arrive avec une affaire de même, je veux dire, j'ai rien contre toi, on a pris une bière, c'est bien le fun, puis même que je t'écoute dans l'auto des fois à Radio-Canada, je te trouve bien bon, mais ça fera pas. C'est ce bout-là que c'est le PQ que je trouve bizarre là-dedans, moi. Moi, je sais qu'il y en a à peu près le même tape, je vais le laisser en ligne après, là. Mais tu sais, moi, je pense que tu devrais pouvoir présenter à peu près n'importe qui aux élections, mais il y a une manière de le faire.
Tu sais, s'il avait d'emblée annoncé ça dans une conférence de presse, puis le gars, il prend le micro, là, puis il dit, garde, je vais vous le dire tout de suite, là, moi, mon passé, c'est ça. J'étais cave, j'étais radicalisé, j'étais jeune, j'étais naïf, c'était comme ça, puis je le regrette, ce passé-là. Puis moi, ce que je veux faire dans mon engagement politique, là, c'est que je le sais que des chambres d'écho, tu sais, ce genre de trucs-là, ça peut amener à de la radicalisation. Je l'ai vécu, c'est mon expérience, puis je voudrais apporter ce véhicule-là. Tu sais, il y a une manière d'amener ça. Là, c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils l'ont comme présenté. On nous a dit, quelle excellente candidature de qualité, comme candidat vedette. Avec l'intention de ne pas nous donner cette information-là jusqu'à temps qu'elle sorte. Moi, c'est ça le problème que j'ai avec ça, c'est que tu sais, c'était quoi le but d'essayer comme de cacher ça? Là, ça sort, on attaque Duhem en disant que c'est un menteur, il a jamais fait ci. Puis là, on tombe dans les micro-détails, genre, non, c'est pas vrai qu'il y avait des billes de fer, c'était, ou tu sais, les trucs fumigènes, c'était juste pour faire de la... Tu sais, là, il était rendu à justifier ce qui a été fait. Il aurait jamais dû embarquer sur la traque, selon moi, de dire, regarde, on justifie, on minimise, on dit que c'est ça. Non, il aurait dû pleinement l'assumer. Moi, c'est ça que j'aurais fait. Si j'avais ces casseroles-là, je serais arrivé en conférence de presse, puis j'aurais dit, garde, c'est connu dans mon milieu, mais les gens le savent pas. J'ai été un activiste politique radical. Je comprends ton point, sauf que on parle quand même de parti politique qui est aux portes du pouvoir. Puis, est-ce que ce gars-là peut être ministre, à partir de là, même s'il est très honnête, est-ce qu'il peut être ministre d'un ministre où il y a la sécurité publique, donc il est le boss de la police, on peut nommer un paquet de ministères il est en problème. Tu sais, oui, moi j'aime ça aussi. Écoute, c'est quand même bizarre ce qu'il a fait, là. Je veux dire, c'est pas... c'est de l'extrême gauche. Calice. Tu sais, je veux dire, il a pas fait du motocross interdit en plein centre-ville, puis là, ben, les polices sont partis après. Là. Tu es en train de citer Joe Hamel, toi, là? Non, mais on l'a tout fait. On l'a tout fait. Parce que je viens d'en parler avec Joe tantôt. On l'a tout fait. Tu sais, on a tout fait ça. On s'est tous sauvé des polices en moto. L'erreur de jeunesse. Ben oui, mais c'est ça qui est cave. Là. Prendre une bière dans un chemin tu sais, un rang au lac Saint-Jean. Là. Oui. Bref, tu sais de quoi je parle. Et ça, tout le monde qui vit au Saglac a déjà fait ça dans sa vie. Là. Déboucher une petite bière parce que t'es dans un rang en fort. Ben oui. C'est pas brillant, c'est pas prudent. Si tu te fais pogner puis ça sort un jour, ça, tu peux dire c'est un accident, c'est une erreur de jugement. Regarde, j'ai fait... Regarde, moi, j'en ai fait un affaire semblant. Regarde, moi, te le dire, j'ai fait un affaire bien pareil à ça. Il y a quelques années, j'ai vendu une maison. J'étais à Vegas. C'est arrivé plus vite que je devais vendre. J'étais au Saguenay. Je suis allé. J'ai demandé à Yves Landry. Yves, je suis fatigué. Je vais conduire en montant. On va y aller ensemble. En redescendant, c'est toi qui conduis. Et quand tu es redescendu, j'ai pris une bière en descendant, puis j'avais pas le droit, donc même si j'étais pas le chauffeur. Puis on s'est fait arrêter, puis Yves avait pas de permis de conduire, donc le char a été saisi. Les deux, on avait l'air des innocents, puis on a été droppés à Stoneham, en avant de l'église, abandonnés par la police. Okay. Ça, c'est une erreur. Ben, c'est pas de jeunesse, là, mais c'est une erreur de vieux jeune, tiens. Donc, Chris, on l'assume, on va l'assumer. Ça. Mais là, poseur de bombe. Écoute. Je veux dire, c'est l'histoire de bombe, là. Tu sais, moi, je dis, en tout cas, si on se fie aux policiers, lui, les autres, ils disent que les policiers l'ont inventé. C'est là qu'ils sont en ce moment. Il y a comme une forme de complot. Mais, je veux dire, si on se fie ce qui est écrit... Il y en a qui sont dans le complot que la GRC a poussé les jeunes à être plus radicales, même. Mais ça, c'est le vieux fond péquiste. Ça, ils ont tout le temps été là-dessus. T'sais, moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, là, au cégep, puis que tout le monde était péquiste, puis je me tenais avec ce monde-là, ils racontaient déjà que les histoires de bombes des boîtes à mal, ça n'a jamais été le monde du FLQ, c'était la GRC qui faisait ça. Okay. Ça, c'est des vieilles histoires de péquistes depuis toujours. Là. Oui. C'est quoi qu'il dit quoi l'autre affaire les premiers complotistes, c'est péquistes. Ouais. C'est quoi l'autre affaire qu'il disait aussi? C'était que le gars de la loi 101, là, il disait que c'était un agent double de la GRC ou je sais pas trop. Là. Lorrain. Là. Ouais. Oui. Oui, ben lui, il y a plein de péquistes qui racontent des affaires de même depuis toujours. Là. Eux autres, quand il y a une affaire qui fait pas leur affaire, la GRC et la police montée est en arrière de ça. Là. Mais là, moi, c'est pour ça que je dis, il aurait dû juste 100% assumé. Tu regardes, oui, ce qui m'est reproché, je l'ai fait. Puis bon, Duhem, il est peut-être un peu dans le champ sur des détails, mais en gros, c'est ce que j'ai fait. Ben même pas, c'est ça. Je l'assume. Moi, ce qui m'a le plus insulté dans toute cette histoire-là, c'est que la raison pourquoi ils se sentaient à l'aise de le présenter, c'est qu'ils savaient qu'il y avait le support médiatique derrière eux. Ils ont été surpris que Cogeco, en fait, sorte la nouvelle.
Emmanuelle Latraverse le dit très clairement dans une quote. Elle dit, écoutez, là, ils n'ont pas essayé de cacher ça à personne. Tout le monde est au courant. Quand tu travailles à Radio-Canada puis tu croises Alex Boissonneau, tu le sais c'est quoi son passé. Tout le monde le sait. On en parlait ouvertement. Là, tu es là, tu dis, ouais, Emmanuel, je comprends que dans votre petite clique, les gens le savaient. Mais est-ce que la population le savait? Écoute, Éric Duhem, naïvement, a félicité Alex Boissonneau d'être le candidat, puis il dit, j'ai hâte de débattre, blablabla, blablabla. Une heure après, ça sort dans Cogeco, puis tu sais, what the fuck? Écoute, c'était pas connu aux yeux de tous, là, de ce que je comprends. Il y a juste la clique journalistique qui se protège entre elles qui le savait. Exact. Fait que les péquistes étaient suffisamment confiants que ça sortirait pas. Ils étaient suffisamment confiants que la CAQ et le PCQ ne mettraient pas de ressources là-dessus. Ils étaient suffisamment confiants de dire on essaye de le passer incognito, cette affaire-là. Parce que comme Frank dit, il y avait moyen de faire ça en own your shit. Own your fucking shit. T'as de la merde dans ton plateau? Je veux dire, prends responsabilité, explique que t'as des regrets, puis incite les jeunes à jamais faire d'affaires de même. Puis sérieusement, là, moi, je serais le premier à dire, écoute, il y a le droit à une rédemption. Ce bout-là, je l'achète. Là. Je suis capable, je crois en la réhabilitation, moi aussi, j'ai pas de problème avec ça. Mais la première étape de la réhabilitation, own your fucking shit. Ouais. Oh, exact. Tu sais, il a pas pris responsabilité, il n'a pas exprimé de regret initialement. Là, puis là, ce qu'ils essaient de faire, ça, c'est le bout qui me flabbergasse dans l'histoire, c'est que là, tous les ténors souverainistes sortent dans les médias pour le supporter. Même un Mathieu Bock-Côté qui attaque l'extrême gauche sans arrêt, sort pour défendre le gars. Si c'était un candidat français en France, Mathieu Bock-Côté ne le supporterait pas. Okay? Si ce gars-là, c'était la même histoire en France, jamais Mathieu Bock-Côté ferait ce qu'il fait là présentement. Mais tous les ténors souverainistes sortent pour le protéger, fair enough, et tous les journalistes commencent à spinner la même phrase. La phrase NPC, erreur de jeunesse. Frank, il disait hier, erreur de jeunesse is the new, il y a un beau CV. C'est là qu'on est. Là, on est dans la construction du consentement. Moi, ce que je vous dis, là, c'est que dans 2-3 jours, là, vous allez avoir un vox pop avec des boomers d'Arthabasca là, qui vont prendre le micro et dire écoutez, c'est un bon petit gars, ça. C'est un bon petit gars. Là. Il a fait des erreurs de jeunesse. Il a fait des erreurs de jeunesse. On lui pardonne. On va regarder qu'est-ce qu'il y a à nous dire. Je préfère une erreur de jeunesse à Duhem. Oui. Ouais. J'aime mieux ça que ces coupures de taxes. Oui. T'sais, nous autres, on a besoin de tout cet argent-là pour les belles entreprises du coin. Ben Qu'est-ce qu'il propose, lui, à part salir le monde? Là? Oui. Ah oui, gars. Ça servirait contre lui, hein, pour ça. Parce qu'on est en train de faire passer Duhem pour le méchant dans l'histoire. Premièrement, le premier qui sort de l'histoire, c'est pas Duhem, c'est le gars de Cogeco. Oui. Si vous voulez attaquer quelqu'un, attaquez le gars de Cogeco. Puis si vous arrivez pour l'attaquer, vous êtes fourré un peu parce que vous allez l'attaquer parce que c'est le seul qui n'a pas participé au cartel qui est là pour cacher l'information au public. C'est ça la réalité, là. Là, Duhem, ce serait un crotté parce que lui, il accepte pas qu'on cache de l'information au public, là. Ouais, mais il a menti. Il a menti comment? Il a dit qu'il a fait 40 jours de prison. Il a menti. Ah ouais, comment ça, il a menti? Il y a eu une peine dans la communauté. Première des choses. Première question. Comment ça, ce crotté-là, à cette époque-là, qui a fait ces actions-là, a juste eu une peine dans la communauté? Ça, j'aimerais bien ça comprendre ça. Je le comprends pas partout. Deuxième des choses, il a effectivement fait 40 jours de prison. En fait, c'est même 41, de manière préventive. En quoi Éric Duhem a menti? Parce qu'on a eu le long tweet de Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit qu'Éric Duhem ment quand il dit qu'il fait de la prison. Éric Duhem n'a pas menti. Non. Il dit qu'il n'a jamais été en possession d'armes comme les billes d'acier. C'est faux. Les unes du Journal de Montréal et de Québec à l'époque le disent clairement. Les 6 individus ont été arrêtés en possession de. Donc, Éric Duhem n'a pas menti et il se fait traiter de menteur par PSPP et tout le monde embarque là-dedans. Et autre affaire qui est complètement mensonger, s'il y a quelqu'un dans cette histoire-là qui a compté un mensonge, c'est PSPP lui-même, quand il dit que Alex Boissonneau n'avait pas l'intention de blesser personne. C'est complètement faux. Suffit d'aller lire le verdict du juge, qui dit très clairement que les intentions étaient de répliquer coup pour coup aux policiers et de blesser des policiers. La seule chose qui est nuancée, c'est qu'il n'avait pas l'intention de tuer des policiers. C'est écrit textuellement, noir sur blanc.
La personne qui ment dans cette histoire-là, ce n'est pas Duhem, c'est PSPP. Mais il y a une free pass parce qu'il est dans la bonne gang. C'est ça. Et c'est Éric Duhem. Et c'est Éric Duhem. Contre Éric Duhem, c'est ça. Et pire que ça, on a des partisans de notre mais gang. Mais vous êtes écœurés de tout ça, vous autres. Moi, j'étais écœuré. Oui, j'étais écœuré. Puis là, c'est flagrant, c'est une pire histoire. Là. Ah oui, je sais. Puis ils s'en tirent tout le temps, Joël Vert. Réussissent tout le temps à twister ça comme ils veulent. Ça vire toujours. On dit toujours, les vieux médias sont morts, les médias sont ci, les médias... Chris, c'est pas vrai. Mais ça, c'est pas vrai, notre faute aussi. Parce que là, on commence à avoir des messages de militants conservateurs, de gens qui sont proches d'Éric Duhem, qui sont pas aux CCD, puis qui souhaitent vraiment qu'il gagne dans Arthabasca, puis qui nous disent, là, il faudrait qu'Éric lâche cette histoire-là. Il a l'air agressif, il a pas l'air d'une bonne personne, il a l'air du méchant dans l'histoire. Là, il faut qu'on comprenne une chose, tout le monde. Okay, là? Il faut que tout le monde comprenne une chose. Si vous voulez défendre des idées de centre-droite et de droite, là, vous devez prendre pour acquis la chose suivante. Vous êtes le vilain. Ben oui. Vous êtes le vilain dans l'histoire. Peu importe l'histoire, si vous trouvez que là, il a l'air du méchant, parce qu'il n'a pas l'air du méchant zéro, là, mais ça veut dire qu'ils ont pogné le message de l'autre gang comme de quoi que c'était le méchant. Ça, c'est la première affaire. Mais ça va être toujours ça, là. Ça, c'est une histoire, mais peu importe l'histoire, il sera toujours le méchant. Peu importe si c'est grave ou pas grave, ils vont réussir à y coller l'image de méchant. C'est ça. Ça veut dire que si tu as un os à mordre, mords-le. De toute façon, t'es un chien sale. Okay? Exact. On te donne un os à mordre, mords-le. Arrête pas de le mordre. Moi, j'espère que les militants d'Arthabasca vont taper sur le clou, puis pas à peu près, en porte-à-porte, qui vont aller faire connaître cette histoire-là à monsieur, madame, tout le monde qui ne la verront pas à TV. Parce que ça, là, Christy, ça démontre tellement de choses. Là. Tout ce qui se passe au Québec, toute la merde qu'on voit au Québec est entièrement illustrée dans... Exact, d'accord. C'est une synthèse, cette affaire-là. Tout ce qui se passe. Le favoritisme, la partisanerie, le 2 poids, 2 mesures, tout est illustré là. Et le poids médiatique des médias qui est encore existant avec une clientèle. Et je te dirais, rajoute à ça le mensonge, parce que là, s'en aller en conférence de presse, ben bon, tu as cité les mensonges de PSPP dans ses tweets d'hier, mais rajoute qu'aujourd'hui, en conférence de presse pour officialiser son candidat, moi, je suis très surpris qu'il le garde. Je ne suis pas pour la cancellation, mais moi, je veux dire, si j'étais PSPP, je m'en irais pas là. Si je veux être le PM du Québec et bâtir un pays, je m'en irais pas là avec un gars de même. En tout cas, historiquement, s'achète à lui. Là. Historiquement, le PCQ, la CAQ, les conservateurs fédéraux, c'est tous des partis qui ont dû sacrifier des candidats pour des raisons beaucoup moins graves que ça. Exact. Je me rappelle même de Bev Oda, qui était ministre au gouvernement fédéral, qui a dû démissionner pour un jus d'orange à 15$. Exact, très bien. Oui, on s'en rappelle très, très bien de ça. Mais là, il a dit dans cette conférence-là que pour montrer qu'il n'a plus rien à voir avec ce passé-là, qu'il est maintenant une personne de centre-droit. OK. Journaliste à Radio-Canada, ça, de centre-droit. Ouais. Et quand la dernière fois c'est arrivé, ça? Puis, moi, je ne l'ai pas écouté, la conférence de presse, parce que je l'ai vu, j'ai vu ça passer, comme vous autres, juste avant qu'on commence à enregistrer. Si je l'écoute, là, est-ce que je vais entendre un intervenant, un journaliste poser la question suivante? OK, parfait, vous définissez maintenant comme une personne de centre-droit. Nommez-moi 5 idées de droite auxquelles vous adhérez. Si t'es de centre-droit, tu dois avoir des idées de droite puis des idées de C'est ça. C'est ça, quelqu'un de centre-droit, là? Si tu peux pas te dire je suis de centre-droit, mais il n'y a aucune idée de droite. Je me réclame de l'étiquette parce que c'est cool se réclamer de cette étiquette-là dans Arthabasca. Ouais, c'est ça qui se passe présentement. Oh oui, mais c'est sûr. L'affaire, c'est qu'Arthabasca, c'est le royaume de la PME. PSPP, il a dit il y a 2, 3, 4 jours, je sais pas trop quoi, il faut aller rencontrer tous les gars de PME, Là, Christophe, le gars, il a une shop, et tu lui présentes un gars qui veut pas qu'il... tu lui présentes un gars qui veut détruire sa business, là. Oui, exact. Tu lui présentes un gars qui veut que le gouvernement gère sa business, là. Ah là, le gars, il est rendu de centre-droit là, depuis quoi? Depuis 2 heures. 2 heures. Ouais. Mais si le monde croit ça dans Tabasca, là, m'excuse, là. Ouais. Mais je vais vous poser la question pareil, OK? Moi, les idées, c'est sûr qu'en plus on vieillit, on est plus wise, il y a des affaires qu'on check différemment, mais je veux dire, tu sais, je regarde mes enfants, puis je me rappelle ce que j'étais jeune, puis je me regarde où je suis aujourd'hui. J'ai changé parce que j'ai vieilli, j'ai maturé, mais je veux dire, le fond, ma personnalité,
ce que je voyais, les affaires où ce que je détonnais à 17, 18, 19, 20 ans sur des sujets, ben, ça représente pas mal ce que je suis aujourd'hui. Je sais que Yann a fait un petit switch dans le temps, à un moment donné. Je sais qu'il y en a qui le font, mais là, on ne parle pas de ça. Là. On ne parle pas de « Ah, j'étais à l'école, j'avais 17, 18 ans, mes parents étaient un peu plus social-démocrates, ils étaient pour un pays, puis là, je ne savais pas trop ce que j'étais, puis finalement, 3 ans après, je me suis rendu compte que j'étais centre-droite. » On parle quand même de quelqu'un qui était radicalisé au max, qui avait quand même 22 ans, qui est passé par l'armée. C'est quand même quelqu'un qui n'avait pas 15 ans. Il était très, très loin dans son aventure. Là. Mon feeling, c'est qu'il y a peut-être pour Radio-Canada. Ben oui, puis il travaille en plus pour Radio-Canada. Donc, le gars, il a peut-être changé un peu. OK, je peux croire qu'il s'est calmé les nerfs un peu. Mais le fond n'a pas dû changer tant que ça. Là. Impossible de changer de fond. Bon, OK, merci. Pas à Radio-Canada. Ben, je veux dire, si tu arrives puis tu as un passé de militant communiste, puis qu'éventuellement, tu deviens journaliste pour Radio Pirate, je veux dire, on va te croire que tu as eu un parcours puis que tu as changé de bord. Là. Mais je veux dire, là, tu travailles pour Radio-Canada. Est-ce qu'on pense que Pierre-Carl Pellado est encore le K qu'il était quand il était à Paris à l'université, puis jusqu'à l'âge de 25 ans? Est-ce qu'il y a encore un côté marxiste d'après vous autres? Non. Non, OK. Donc, on le voit par sa carrière. On le voit par ce qu'il a fait. Il est devenu un homme d'affaires, il a repris l'entreprise anti-syndicale, etc., etc. Donc, c'est possible que ça arrive d'une certaine manière. Mais c'est comme tu dis, c'est lié à la suite des choses. Ben oui, Radio-Canada, c'est la terre des journalistes de gauche au Québec. Là. Ben, nommez-moi le journaliste le plus à droite que vous connaissez à Radio-Canada. Gérald Filion. Gérald Filion. Alors, il fallait en nommer un, là, mais... Non, je comprends, mais je veux dire, c'est vraiment... c'est parce que c'est le gars d'économie. C'est le gars d'économie. Tu dis, tu vas penser à lui, mais quand tu y penses, tu dis son nom, tu dis non, ça fait pas non plus. Écoute, Radio-Canada, c'est le média là, qui n'était pas capable de supporter Rodolphe Ossini puis Jacinthe Varette. C'est ça, exact. Mais à quelque part, là, Alex Boissonneau, lui, là, de droite, là, c'est correct. Ouais. Radio-Canada, c'est le média là, qui fait faire plein de niaiseries à Dimitri Soudas, qui permet à Dimitri Soudas de presque encenser les libéraux en pleine campagne électorale parce que ça, c'est leur faire valoir conservateur. Non, pas presque encensé. Il a encensé les libéraux pendant la campagne électorale. Il les a encensés. Radio-Canada fait faire des crises de niaiserie à des conservateurs en nom, OK, pour les maintenir en poste. Mais somehow, là, Alex Boissonneau a toujours été à droite. Oui. C'est sérieux, ça, là. Mais tu sais, dans la vie, là, en général, quand tu fais un genre de chemin de croix, là, pensez aux gens que vous connaissez qui avaient un passé et qui ont renié, entre guillemets, ce passé-là ou qui ont évolué par rapport à ça. On pense, entre autres, mettons, à, je sais pas, là, Martineau qui disait « Ah, j'écrivais dans le Voir dans le temps, aujourd'hui, tout ce monde-là m'haït, puis tout ça. » Il y en a plein des gens de même, là, qui étaient quelque chose, puis à un moment donné, en général, ils font quoi, ces gens-là? Ils passent le temps à parler de ça. Il passe le temps à le rappeler. Oui. C'est rare quelqu'un qui a changé par rapport à son passé, puis il fait comme le cacher. Oui. C'est vrai. Si tu le caches, d'après moi, c'est que tu le penses encore un peu. Puis je sais que c'est un procès, je le sais pas. J'ai pas de certitude de ce que je dis. Je dit que ce que je remarque, c'est qu'en général, les gens qui ont... regarde, tu disais Yann tantôt, mais moi aussi, je l'ai déjà dit 25 fois. Quand j'étais plus jeune, j'allais au cégep, début d'université, puis j'étais plus à gauche, parce que c'était ça le milieu, puis j'étais là-dedans. Mais j'ai raconté plusieurs fois comment, à un moment donné, j'ai fini par voir ça un peu de l'extérieur, puis prendre un pas de recul par rapport à ça. Je le raconte. J'essaye pas de faire croire au monde que, ah oui, moi, à 15 ans, je t'avais déjà les idées que j'ai là. Je le sais que c'est pas vrai. Mais si tu caches ça, c'est parce que... Je comprends pas l'intérêt de ça, en fait. Au-delà de tout ça, en plus, c'est stratégiquement parlant. Puis ça, je prendrai pas le mérite de ça, cette phrase-là. C'est le prof Caron qui nous disait ça sur notre conversation tantôt. Frank en a un peu parlé un matin aussi. Mais stratégiquement parlant, on commence à comprendre un peu plus les objectifs de PSPP. Puis les souverainistes vont être extrêmement déçus de leur chef éventuellement. Puis je vous l'annonce tout de suite. Pourquoi je dis ça? C'est que normalement, dans un contexte référendaire, PSPP, oui, son élection est importante, mais ce qui est encore plus important, c'est le prochain référendum et de gagner ce prochain référendum-là.
Si on avait vraiment un chef souverainiste référendiste qui nous amène vers le pays, là, ça, ce serait dans l'ordre des choses. Gagner l'élection serait secondaire, éventuellement, au référendum possible. En 1994, Mario Dumont est élu pour la DQ. Et Mario Dumont, éventuellement, embarque dans l'autobus du oui en 1995 avec Jacques Parizeau. Est-ce qu'on sent que Jacques Parizeau a tout fait pour que Mario Dumont ne rentre pas à l'Assemblée nationale? Non. On n'a jamais vraiment senti ça, vraiment. Là. Ben là, ce qu'on voit présentement, là, c'est que le PQ essaie de présenter un candidat vedette contre Duhem. Le PQ tire de la boîte à Duhem aller-retour et est prêt à le traiter de menteur. Je veux dire, oui, cette semaine, mais la semaine passée aussi. Le système, je sais très bien où tu t'en vas. Le système, là, le genre de machine politique québécoise, l'uniparti, là. Vous savez pas comment il y a des manigances par en arrière pour empêcher le Christ de Duhem puis sa gang de coucous de mettre le pied à l'Assemblée nationale. Il y a une fixation à l'intérieur de l'Assemblée, de l'édifice de l'Assemblée nationale. C'est carrément ça qui se passe, là. Puis, carrément ça, là. Quand tu parles à des stratèges, aux architectes du parti, ils te disent tous qu'il leur manque le fameux 10% pour le grand soir. Puis la clé de ce 10%-là est probablement dans le PCQ. Ils le savent. Pourquoi ils essaient de brûler tous les ponts possibles entre les deux partis? Parce que la guerre qui éclate présentement dans Arthabasca, c'est une guerre de tranchées entre les militants. Ça se pogne pour de vrai sur le web, ça va se pogner pour de vrai sur le terrain, ça va jouer cochon. Là, c'est Turaès qui va représenter la CAQ? Bon, ce serait même pas surprenant. Il me semblerait qu'il y a des rumeurs. On ne pas en bas de ma chaise avec ça, mais tu sais, je veux dire, c'est sûr que la CAQ vont présenter une candidature vedette aussi de leur côté. Personne ne veut que Duhem rentre. Mais les péquistes, dans leur agenda référendaire, si tu arrives, tu dis, OK, mettons, mon seul objectif, c'est le grand soir. Bien, les péquistes auraient avantage à faire rentrer Duhem. Je veux dire, virer ça. Je comprends très bien ton point. Non, je comprends très, très bien. Je comprends très, très bien parce que je suis là, moi. Je comprends très bien ce que tu dis. Moi, je suis albertain en ce moment, OK? Moi, le Canada, j'ai jamais été accroché au Canada, OK? Et là, plus que jamais, je suis décroché du Canada complètement. Je suis plus là. J'ai aucun intérêt. Je ne connais pas le Canada. Je ne connais pas les Canadiens. J'aurais pas de misère à voter oui. Depuis la COVID, j'ai aucun lien avec le pays à part mon passeport, OK? Il y a une possibilité, moi, si quelqu'un arrive avec un plan d'être autonome, d'être centre-droit, petit gouvernement, pays dynamique, qui sort son gaz, qui fait des alliances avec les États-Unis. En Alberta, tu votes oui. Là. Ben, je vote oui. En Albertain, tu votes oui. Chris, il me veut pas. Ben non. Mais ce que je veux qu'on comprenne bien, puis ça, c'est un message aux péquistes. Votre chef, là, si c'est la souveraineté sa priorité, là, son intérêt est que Duhem rentre dans Arthabasca. Parce que ça augmente tes probabilités d'avoir Duhem dans l'autobus du oui en 2027 pour le référendum. Surtout Éric. Ça, c'est un fait. Éric n'est pas dur à convaincre, c'est le parti qui est plus dur à convaincre. Oui. Mais vous avez intérêt à jouer fair play avec Éric Duhem. Vous avez intérêt à tisser des liens avec Éric Duhem, à tisser des liens avec certains militants clés d'Éric Duhem. Ben ça, c'est d'ailleurs ce qu'il essayait de faire. Tu sais, je veux dire, PSPP qui passe à notre podcast, là, je veux dire, c'est pas un addon. Là. Le but, c'est d'attendrir les tensions entre les deux partis parce qu'ils veulent un jour peut-être avoir notre gang dans l'autobus du oui. Parizeau l'a fait. Mais Parizeau, au début du référendum de 1995, Parizeau t'as dans le marbre par-dessus la tête. Là. Mais pourquoi PSPP l'a... Il l'a fait, il est allé chercher Bouchard, puis il est allé chercher Dumont. Exact. Mais pourquoi... Ça finit à 49. Pourquoi PSPP largue la stratégie présentement? C'est qu'il s'en calisse du référendum. Il s'en calisse du référendum. Il veut être premier ministre. Parce que si l'objectif est d'être premier ministre, là, tu rentres dans Duhem à tour de bras, parce que Duhem est dans tes jambes dans plusieurs comtés. Duhem est dans tes jambes dans à peu près 6-7 comtés que tu aurais besoin pour avoir un gouvernement majoritaire. Fait que là, la job à PSPP, c'est de rentrer dans Duhem, puis bang, bang, bang. Parce que présentement, le message envoyé par PSPP, c'est qu'il préfère un gouvernement majoritaire péquiste à un référendum gagnant. C'est ça le message qui est envoyé, puis c'est ça que les péquistes ne comprennent pas présentement. Très bon point, très bon point. Très bon point. C'est un carriériste. Là. Oui, ben c'est ça. Exact, c'est ça qu'on comprend. Bloc 2 avec Yann et Frank, juste après ça.
radiopirate.com.